Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostic du main event de l'UFC 321 qui aura lieu à l'Etihad Arena à Abu Dhabi le 25 octobre aux horaires européennes en plus. Donc faites attention parce que ça va se passer tôt. Je crois que la main card commence à 20h. Donc vers 22h30, 23h, on aura ce combat-là. Celui de Thomas Spinal contre Cyril Gane pour la ceinture incontestée des poids lourds. On peut dire pour la ceinture incontestée des poids lourds des deux côtés, finalement. Parce que, certes, Thomas Spinal a la ceinture incontestée parce que John Jones est parti à la retraite. Mais ça sera son premier combat véritablement en tant que champion, on va dire incontesté. Donc, il joue aussi la validité de sa ceinture, la véracité de sa ceinture. Oui, c'est ça, puisque lui, finalement, il a eu la ceinture intérimaire qui s'est transformée en vraie ceinture. C'est ça. C'est l'ancien champion intérimaire contre le nouveau champion intérimaire qui se battent pour la ceinture incontestée. les premières critiques, les premiers commentaires. Ouais, vous blaguez ou quoi? Non, bah attendez, Thomas Spinal, il mérite. C'est l'élite du MMA mondial. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est drôle de le dire comme ça. Tout pour le buzz. Tout pour le buzz. Ah, je vois ça. Hein. Ah, j'ai changé. Écoute, j'ai pris goût là. On a pris quelques abonnés là. Ça y est, j'y ai pris goût. Je vais faire que du buzz. Ça y est, je vais insulter tout le monde, les gars. Non, mais blague à part, non, mais c'est le combat qui était le plus logique à faire, hein. On va pas se mentir, dans cette catégorie-là, c'est les deux plus gros poids lourds du moment. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, justement, si on est vraiment sur un poids lourd incontesté en tant que Thomas Spinal, tu sais, qui remporte ce combat et qui se hisserait presque au même niveau que Jones et Ngannou, parce qu'il aurait battu Cyril Gane comme les deux autres. Par contre, dans l'autre sens, si Cyril Gane gagne le combat, d'un coup, clac, vu que Cyril Gane s'est fait battre et par John Jones et par Ngannou, la ceinture perd un peu de sa superbe, le temps efface les choses, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, ça a été le cas pour plein de champions. On sait que tous les champions ne se valent pas. En tout cas, ça voudra dire que à ce moment précis, c'est l'homme le plus fort de la catégorie poids lourd UFC. Le mec qui prend cette ceinture, voilà ce que ça veut dire. Ouais. C'est pas le plus grand champion poids lourd potentiellement. C'est pas forcément le plus grand champion poids lourd de tous les temps à l'UFC, mais ce sera l'homme le plus fort de cette catégorie actuellement. On est d'accord. Avant de faire le Tale of the Tape, comme d'habitude, notre partenaire du moment, Import Fight, donc ce site de matériel de sport de combat, boxe, grappling, MMA, qui ne vend des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Primo, Hit and Move, Corner, Pitbull, West Coast, ce sont des marques de qualité, parce qu'on a des retours de cette qualité avec du style. Donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est sur le site Import Fight que ça se passe. Le lien sera en description et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux, d'ailleurs aussi en commentaire, parce que je sais que ça pourrait faire un bon retour justement à David d'Import Fight, si jamais vous avez commandé avec ce code, ou si vous avez commandé tout court, parce que des fois, j'avoue qu'on oublie le code, tu sais... Moi, par exemple, je suis un gros teubé qui commande sur NutriPure tout le temps et j'oublie que la sueur, par exemple, ils ont un La Sueur 10. Et à chaque fois, je commande comme un con et je me dis, et pourquoi j'ai pas mis ce petit code La Sueur 10 pour là où j'ai dépensé 200 balles chez NutriPure et que ça aurait pu me faire 20 € de réduction. Bref, je suis bon en maths. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez commandé, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi. Comme ça, on pourra le transmettre à David et ça permet, en fait, de faire évoluer aussi positivement la chose. Donc voilà, n'hésitez pas. On commence. Donc, on va faire que ce combat-là, on est d'accord, hein, parce que de toute façon, on va beaucoup parler déjà sur ce combat-là, comme d'habitude. Le Tale of the Tape. Donc, Aspinall, c'est 1m96 pour 198,1 cm d'allonge. C'est 15 victoires, donc c'est 12 KO, 3 soumissions. Il n'a jamais été à la décision. Il n'a même jamais dépassé le deuxième round, on en parlera tout à l'heure. Et 3 défaites, 1 KO, une soumission et one other, c'était une disqualification. Gane, c'est 1m93, il est légèrement plus petit, par contre il a une bien plus grande allonge, puisqu'il a 205,7 cm d'allonge,
ce qui peut jouer en plus dans ce combat. C'est 13 victoires, 6 KO, 3 soumissions et 4 décisions. Et il a 2 défaites, une soumission, une décision, en sachant que ces 2 défaites-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est la soumission John Jones, la décision Ngannou, les 2 plus grands, alors on va pas dire les 2 plus grands poids lourds parce que John Jones n'a pas assez fait chez les poids lourds pour dire que c'est un des plus grands poids lourds de l'histoire, mais c'est un des plus grands combattants, si ce n'est le plus grand combattant de l'histoire du MMA pour l'instant. Et Ngannou, c'est peut-être le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA. Parce qu'on ne saura jamais entre les deux, tant qu'ils ne s'affronteront pas, lequel est le meilleur. Donc voilà. De l'histoire du MMA, je sais pas. Oui. Non, t'as raison. Je m'enflamme. Ouais. Non, on est d'accord. Non, c'est vrai. En tout cas, un très grand champion poids lourd. Un des champions les plus dominants de ces dernières années. Non, mais t'as raison. Je me suis enflammé parce que je veux vendre le combat, mais c'est vrai que quand tu vois des Fedor, quand tu vois, non, on est d'accord. J'ai pensé à ça direct. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Attends. Voilà, je me suis tapé sur la main, Tout va bien, j'ai remis les choses au clair. Donc, effectivement, il y a 7, presque 8 cm d'allonge entre les deux. On sait que sur le papier, même si Aspinall, c'est un mec qui peut t'envoyer des takedowns dignes d'un joueur de rugby, enfin d'un rugbyman, ça va se passer essentiellement en striking. Sauf si Aspinall décide de plonger, mais en tout cas sur la base, normalement les deux se règlent en striking. On l'a vu, on a 12 KO sur 15 combats, sur 15 victoires pour Aspinall. On sait que c'est un excellent boxeur, plus typé boxe anglaise, même si il boxe pied-point, mais c'est plus un boxeur en boxe anglaise. On faut rappeler qu'il a fait le camp de Tyson Fury plusieurs fois. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui boxe plus avec ses poings. Cyril Gane, c'est plus un mec qui vient de la boxe pied-point, il vient de la boxe taille. Dans les faits, il boxe aussi bien qu'un kickboxer, par exemple. Enfin, tu sais, plus que dans le côté enchaînement pied-point, dans le style. Donc il y a une opposition de style en boxe qui va se faire. Il y a une opposition de droitier et de gaucher. Enfin, même si Gane peut boxer dans les deux gardes, mais la plupart du temps il est quand même en gaucher et Aspinall en droitier. Donc ça, ces deux facteurs-là, plus 8 cm d'allonge entre les deux, ça peut déjà être un élément qui peut nous faire dire qu'il pourrait y avoir un léger avantage déjà, juste sur ce point de vue-là, pour Cyril Gane. Un léger, t'es gentil, hein. Je pense qu'on peut dire un net avantage même. sur la partie strike. Alors attention. On l'a vu dans plein de cas différents. Avoir un net avantage dans un domaine ne veut pas dire que tu peux pas perdre dans ce domaine. Ça veut dire que Aspinall, on sait que c'est un énorme puncher qui peut déconnecter n'importe qui sur une frappe. Il y a pas de souci avec ça. Et ça se trouve, toute l'analyse qu'on va faire, elle va être bouclée en 10 secondes pendant le combat, tu vois. Mais au final, si on regarde juste techniquement ce qu'il propose, il y a un monde d'écart même en termes de striking dans ce que propose Cyril et dans ce que propose Aspinall. Et oui, et c'est ça que j'aime justement là pour le coup. Tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, donc voilà, on va tout de suite mettre les bases. Tom Aspinall, contrairement à Cyril Gane, c'est un mec qui a le KO power. Voilà, c'est fait, c'est dit. Il te touche même s'il te touche pas bien. S'il te touche avec son poing arrière, tu vas danser la samba et puis derrière tu peux tomber net. Il a déconnecté pas mal de monde. Maintenant, faut voir qui était ce pas mal de monde. Tu sais, je regardais les combats. Alors ça allait très vite pour les combats d'Aspinall parce que tu peux faire le tour en 20 minutes. Il me semble qu'il a passé 17 minutes dans la cage. Ouais, tu vois. C'est quelque chose comme ça, c'est moins de 20 minutes. Je t'ai dit 20 minutes parce que le temps d'avancer les entrées des combattants, tu vois. Ouais, c'est 17 minutes en tout, je crois. 17 ou 18 minutes. Donc, ça va très vite. S'il y a un truc que je remarque avec tous les combats d'Aspinall, c'est que effectivement, donc il va les boxer en anglaise. Effectivement, il est très explosif. Il fait du in and out. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te rentrer dedans, qui va exploser, qui va jaillir en fait pour t'envoyer sa frappe. Souvent, il va te prendre d'ailleurs sur l'attaque de l'adversaire. C'est-à-dire que c'est quand l'adversaire attaque que lui va rentrer plus rapidement en fait pour venir connecter et pour mettre KO. Néanmoins, donc en direct d'ailleurs, en gauche-droite, ça lui arrive d'utiliser d'autres armes, mais quand il attaque, quand il jaillit, c'est en direct. Principalement, son arme qui connecte ou il termine le combat, c'est sur sa droite. Il met son jab qui te touche et la droite qui finit le boulot. Exactement.
Et donc, le point commun que j'ai vu sur tous ces adversaires, c'était des adversaires qui étaient relativement pâteaux. Tu vois, qui rentraient avec un footwork qui était pas ouf, hein. Les mecs ils avançaient lourdement. La qualité de frappe, alors certes, il y avait du punch parce que c'est des poids lourds, mais il n'y avait pas de vitesse. Donc, ce qui fait que les prendre de vitesse, c'était quelque chose de très simple, de très facile, tu vois. Et quand t'as des qualités athlétiques comme celle de Tom Aspinall. Derrière, il a jamais affronté quelqu'un de très fort en lutte. Blade. Enfin, si, Blade. Mais bon, il y a pas eu vraiment. Blade, on le sait, on l'a déjà dit. Déjà, il lutte pas forcément. C'est complètement teubé, mais il lutte pas forcément. Il aime bien venir chercher la boxe anglaise aussi, lui. Et puis quand il a un mec qui a KO Power en face, il se chie complètement. Et voilà, exactement. Donc, il a eu la chance de blesser. Enfin, ou plutôt, il a eu la chance que Tom Aspinall se blesse sur lui dans le premier combat, mais dans le deuxième combat, voilà, ça a fait comme face à tous les gros punchers. Et ben, il s'est couché. C'est comme ça. Donc, il s'est couché. Attention, il a pris son KO, quoi. C'est juste ça. Mais sinon, sorti de ça, il n'a pas eu une grosse adversité sur de la lutte. L'adversaire le plus complet qu'il a affronté, on va dire les adversaires les plus complets. Non, l'adversaire le plus complet qu'il a affronté, c'est Volkov. Pour moi, c'est Volkov. Ouais, clairement. C'est Volkov et Volkov l'a forcé à lutter. Dans le sens où, alors la force à lutter, il dominait debout, hein. Mais tu vois, on parle de sa puissance de frappe et c'est le même principe que Ngannou, que tous les punchers. Les mecs qui mettent énormément de coups, on a l'impression qu'il suffit qu'ils te frôlent pour t'éteindre. Et quand on voit que ça monte en niveau, on constate que c'est pas forcément vrai. Il touche bien Volkov, c'est pas pour autant qu'il s'effondre. Et il le touche, hein. Il prend des grosses séquences, il le touche. Tu sais, il y a des mecs, et particulièrement un mec comme Cyril Gane. Déjà, il a un très bon menton. Alors, les deux ont un très bon menton, ça on en parlera plus tard. Mais il a aussi cette façon d'accompagner les coups, d'être toujours lucide, de bouger la tête quand il faut, etc. Et ça aide vachement quand t'affrontes un mec qui punch, en fait. Bah, on est d'accord. On est d'accord. Il y a une responsabilité défensive du côté de Cyril Gane qui est énorme. Que ça soit, tu l'as dit, sur les mouvements de tête, le fait d'accompagner, sur les esquives, c'est-à-dire une frappe, une esquive. Tu sais, souvent, d'ailleurs, quand il est face à des punchers comme ça, il va envoyer, par exemple, son jab ou jab cross, et derrière, il va descendre sa tête pour justement passer en dessous du contre. Il a cette capacité à venir coller quand il faut et repousser quand il faut. C'est-à-dire que quand il voit qu'il est dans une distance qui est compliquée pour lui, et ben il va venir à la collision, mais à la collision en lutte, tu vois, il va venir saisir une jambe ou il va venir ceinturer, puis ou alors il va venir juste coller sa tête et repousser, comme coller, qu'il est un peu clinch, tu vois, il peut même rentrer au clinch ou single collar tie où il prend juste avec un bras la nuque. C'est des choses qu'il sait gérer. Tu vois, il y a plein de séquences que j'ai vues dans les combats d'Aspinall où dès qu'il accélère, les mecs reculent et se mettent en boule à la cage et c'est le début de la fin, en fait. Quand un mec frappe aussi fort, il y a forcément un coup qui va passer, c'est fini. J'ai énormément de mal à voir Cyril Gane se retrouver dans cette situation. De se mettre en boule à la cage sur une partie striking, tu vois. Pour ne pas savoir gérer des frappes. Ça n'arrivera pas. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Il a assez d'expérience pour ça, pour sortir, reprendre l'angle. Enfin, tu vois, ça peut pas arriver. Ou coller, venir au clinch. Parce qu'on l'a vu, tu vois. C'est quelque chose qu'on a déjà vu quand il se fait sonner contre Tuivasa où il prend l'overhand. Dès qu'il se relève, il n'y a pas de panique. Il reprend tout de suite ses déplacements, il reprend ce qu'il sait faire, en fait. Tu vois, c'est ancré en lui. C'est ça. Il sait bouger comme ça, tout le temps, même fatigué. Tu le vois contre Ngannou, même 5e round, il a toujours ses déplacements. Donc ça, c'est quelque chose qui m'effraie pas plus que ça, qui m'effrayait beaucoup. Alors c'est vraiment intéressant parce que je me faisais la réflexion hier. Là, ça c'est, on en reparlera au niveau des pronoms, mais ça s'est vachement rééquilibré dans ma tête. Moi, je voyais un Aspinall très facile. Très facile parce que culture de l'instant, tu le vois éteindre tout le monde, etc. Et on en a parlé plusieurs fois, et plusieurs fois, je voyais Aspinall très facile. Le truc, c'est que quand tu analyses, et c'est là où vraiment, en fait, pour donner un prono, il faut analyser. Tu peux pas donner de prono sans avoir analysé vraiment les combats. Et j'étais inquiet sur la partie striking, là où je le suis beaucoup moins. C'est-à-dire que je le vois même très largement devant. Je me dis, qu'est-ce qu'il a pas connu dans sa carrière? Il a connu des punchers. Il a connu Ngannou, il a connu Tuivasa, il a connu Lewis.
C'est que des mecs qui peuvent t'éteindre sur une frappe. Bien sûr. Et on l'a vu. Et qui sont rapides avec leurs points. Enfin, tu sais, un Lewis, il est rapide avec ses points. C'est pas parce qu'il est lourd, il est aussi rapide avec ses points, tu vois. Mais en fait, non seulement il est rapide, et c'est peut-être même plus compliqué à lire un style à la Lewis, un mec qui dort pendant, pendant 4 minutes et d'un coup il explose. Un Aspinall, comme tu dis, quand tu l'analyses, son jeu est très simple. C'est gros low kick. Il a des très bons low kicks, hein. Middle. Très fort. Et puis voilà, middle, et après il avance sur son gauche-droite. C'est ça. Il explose sur son gauche-droite. Et check hook quand il recule. Ouais, et encore pas tout le temps, parce que des fois il se retrouve embarqué, tu sais, il recule. Si on parle de défense, ah oui, on va en parler après. On va parler de la défense parce que c'est, pour moi aussi, c'est un gros point justement à dire, justement sur la défense. Mais pour rester sur l'attaque, tu vois, t'as parlé de Tuivasa. C'est marrant parce que j'ai noté ce combat-là parce que c'est la seule fois où il a mis les fesses au sol, hein, où il a été, il lui a éteint la lumière une seconde et puis après à peine il a rebondi, il est revenu en lutte. D'ailleurs, pas mal aussi, hein, ce takedown en réaction pour ensuite remonter et reprendre, être tout de suite très lucide, comme tu l'as dit, mais avec même une détermination qui était beaucoup plus forte qu'avant. Parce que je trouve que Tuivasa, quand tu prends le combat, il y a deux temporalités. Au début, il le prend à la rigolade. Ils sont en train de jouer l'un avec l'autre. Ce qui fait qu'il n'est pas non plus super attentiste à ce qui peut se passer. Et quand tu regardes bien, parce que je l'ai revu plusieurs fois, parce que je me suis dit comment, la clé du pourquoi, du comment, cette frappe-là, elle est passée alors qu'il a affronté tout ce qui se fait de mieux et que c'est jamais passé avant. Tu vois? En fait, quand tu regardes Tuivasa, quand il envoie sa frappe, quand il envoie son bras arrière, il l'envoie dans un moment de flottement. Mais il l'envoie pas avec une grande vitesse. Il a juste cette faculté, en fait, à peine te toucher et à te déconnecter comme un Lewis et Tuivasa, et voilà. Ou même, et encore, je dirais, comment il s'appelle, le russe, Pavlovic. Pavlovic, c'est Pavlovic. Si, Pavlovic. Pavlovic, il a besoin quand même de mettre une dynamique dans sa frappe. Mais des mecs qui peuvent t'éteindre comme ça, juste sans avoir une posture bien stable, t'as Lewis, t'as Tuivasa, tu vois, vraiment, pour le coup, véritablement. Et en fait, la frappe, elle est venue très lentement, entre guillemets, tu vois. Ce qui fait que, en fait, tu le sais, si je t'envoie un jab rapide, tu vas avoir le réflexe. Ton cerveau va réagir, ton réflexe, il va venir, tu vas commencer à esquiver. Quand ça vient tout doucement, et ben là, en fait, tu peux toucher quelqu'un. Faites le test, vous le savez. Je sais plus, on l'a vu plein de fois, ce test où tu mets ta main comme ça, et puis t'as le mec qui part vite, il faut que t'enlèves ta main. Moi, je l'ai vu dans Blood and Bone. Bah, par exemple, c'était avec Michael G. White. Ouais, avec qui montrait ça à Kimbo. C'est ça. Bah, lui, c'était encore différent. Sur le tournage, il lui montrait ça, voilà. Il tapait tout doucement, et justement, il touchait la main. Mais parce qu'il faisait pas d'appel en plus, lui, c'était vraiment. Mais bon, en tout cas, c'est une chose qui est vraie. Tu vois, si tu pars vite, t'exploses vite, ton réflexe ça va être de reculer. Par contre, si tu viens doucement, bah tu vas pas forcément y penser. Et je pense qu'il s'est fait un peu piéger comme ça. Là où, ce que j'ai noté, c'est que ça ne peut pas arriver, en fait, avec un Thomas Aspinall, qui lui, chacune de ses attaques, ça sera jamais lent. Ça sera toujours dans l'explosion. Donc en fait, et tu regardes, quand tu décortiques les combats de Gane, en fait, il a cette faculté, même c'est comme un chat. Et tu sais, cette vitesse de réaction, c'est-à-dire que des fois, il lance son attaque, il voit que le contre, il est en train de venir et il est déjà en train de reculer. Son footwork, il est tellement bon, il est tellement jamais en déséquilibre que à peine son pied il est posé, tu sais il recule. Et il recule loin. Et vraiment, pour le coup, il se met vraiment en sécurité tout de suite. Et je l'ai vu sur pas mal de combats, je l'ai constaté. Et en fait, contre Aspinall, j'ai du mal à voir Aspinall pouvoir le surprendre. Alors, je dis pas que ça peut pas arriver, hein, dans un échange, tout peut arriver. En fait, s'il s'attarde dans l'échange, ça peut arriver. Tu vois, comme c'est arrivé avec Tuivasa. Mais par contre, si on est dans un duel à distance, parce que quand tu regardes les deux, en fait, finalement, sont des personnes qui combattent à distance et qui cassent la distance. Tu vois, c'est vraiment ça. Avec une différence entre les deux, qui est que Gane, lui, sera à une distance plus courte qu'Aspinall. Aspinall, il a besoin d'exploser. Tu vois, il va partir de loin. Que ça soit pour ses takedowns ou que ça soit pour sa boxe. Gane, lui, il reste à la distance de check, tu vois, de la main sur la main. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est dans une distance où il n'a pas besoin véritablement d'exploser vers l'adversaire. Juste un avancé du corps et il touche. Ce qui lui permet de mettre beaucoup de feintes, ce qui lui permet d'envoyer beaucoup d'armes, contrairement à un Aspinall qui, lui, envoie son gauche-droite. Tu vois. Putain, il y a un truc que j'ai pas noté. Merde. Alors là, en parlant,
Il a affronté combien de gauchers à Spinal? Et bah pas tant que ça. J'ai pas le nombre exact, mais quand tu regardes, la plupart du temps, c'est droitier contre droitier. Parce que si t'annules, tu prends le style de Gann en checkant la main avant, justement, en neutralisant le jab, si t'annules cette arme-là, le danger peut venir uniquement de la droite en ligne, et ça, si tu le sais, c'est facilement gérable, on va dire, surtout pour un mec qui a le jeu de Gann. Ça limite vachement les tentatives d'Aspinall. Et même les low kicks. Lui qui a des très bons low kicks, on sait que mettre des low kicks intérieurs, tu t'exposes à prendre le genou et c'est et voilà. Et on en vient au nœud du problème pour Aspinall. C'est-à-dire que Gann, lui, sait parfaitement mettre des low kicks avec sa jambe avant. En fait, déjà, première des choses, Gann quand il se met en gaucher, il a tendance à forcer l'extérieur. Tu vois, c'est-à-dire à vraiment être à l'extérieur, à être à côté de son adversaire. Il veut vraiment éviter toute la partie interne, là où justement il peut prendre le bras arrière. Il se force à être sur l'extérieur. Oui, c'est le but. Et c'est le but. Qui est à l'extérieur. Exactement. Et ce qu'il fait, c'est que il vient et il va feinter et hop, boum, il va rentrer à l'intérieur. En fait, il va prendre à chaque fois, si tu regardes bien, il prend un petit angle, tu sais, pour rentrer soit avec son jab, soit avec son front, avec son type jambe avant. Et comme en plus ils sont ouverts en garde miroir, ah bah les middle, les high kicks, ça vient fort. Franchement, il a un middle quand il est en garde ouverte comme ça par rapport à l'adversaire quand il est en gaucher qui est très fort. Donc tout ça pour un Aspinall qui sans parler des sides dans le genou, enfin tu vois des sides au corps, tu vois il a toutes ces armes d'arrêt. En fait la force de Gann aussi c'est qu'il a beaucoup d'armes d'arrêt, que ça soit sur le jab au corps, type side kick, tu vois, et tout ça c'est des choses qui vont embêter pour moi Aspinall qui a besoin d'avancer sur son adversaire ou qui a besoin que l'adversaire avance. J'ai regardé le countdown tout à l'heure. Et j'ai regardé le premier vlog là, tu sais qu'ils font l'Embedded, et tu le vois en fait travailler avec son père à la patte d'ours, et tu vois qu'en fait c'est marrant parce que le truc qui travaille, c'est pas de retrait et explosion, tu vois, pas de retrait, bam bam, il envoie gauche droite, pas de retrait, gauche droite, tu vois, ça reste très basique. J'ai l'impression qu'il a quand même un manque de solution à ce niveau-là, tu vois, et que à chaque fois il va se faire stopper par Gann, qui lui va le saturer d'informations avec toutes ses armes en fait. En fait, c'est vraiment compliqué à dire et c'est là où l'analyse est très complexe. C'est que tu le dis, on l'a dit, il a un choix limité dans ce qu'il utilise, mais parce que pour le moment, tout ce qu'il fait, ça suffit en fait. Ce qui fait qu'on connaît pas véritablement est-ce que c'est les seules armes qu'il a debout ou est-ce que il se contente de ça parce que pour l'instant ça a fait le job. Ouais, je suis très d'accord. Difficile de juger de ça. Sur un combat qui dure 1 minute 30, c'est très compliqué. Hein. C'est toute la difficulté, effectivement. Donc ouais, on est obligé de se baser uniquement sur ce qu'on voit. Et sur ce qu'on voit, c'est vrai que Tom Aspinall, on va le résumer, un gauche-droite ultra explosif et des low kicks très puissants. Oui, il y a des middle, mais c'est pas vraiment les middle qui vont faire le gros du travail. Il les envoie pour les envoyer. Maintenant, son arme principale, c'est le gauche-droite. Le danger vient de là. Le danger vient de là. Et en plus de ça, tu sais, ce que j'ai noté, c'est que là où Ngannou, il a eu un peu de réussite, sans réussir à le mettre KO, hein, bien sûr, ou même à le mettre ne serait-ce que knockdown, c'est que comme Gann, il a tendance, je l'ai dit, à pencher la tête, tu sais, à envoyer sa frappe et à pencher, à venir faire des esquives rotatives, mais à mettre la tête en avant, Ngannou, une de ses forces, c'est l'uppercut. On le sait, il a déconnecté tellement de personnes avec un uppercut venu des enfers que on pense à Overeem. Bah, tout le monde pense à Overeem. Une pensée pour Overeem qui a sa dent qui est partie dans le plafond. Mais donc il a des gros uppercuts et donc il essayait de le stopper comme ça avec ses uppercuts. Le truc c'est que Aspinall, pour l'instant, tu l'as dit, on sait jamais, mais pour l'instant, moi je l'ai pas vu développer d'uppercut dans son jeu. Il met des jabs au corps, il peut frapper au corps de temps en temps, mais par contre, il y a pas de frappe remontante, tu vois. Non. Maintenant, encore une fois, comme je te dis, il n'a pas eu besoin, puisque le gauche-droite suffit. Ouais. Non, je me doute, on peut quand même présager qu'il maîtrise quand même un minimum l'uppercut. Quand tu fais sparring avec des mecs comme Tyson Fury, etc., c'est quand même ton niveau en anglaise, il est plus que respectable. Mais c'est du jamais vu pour l'instant.
C'est du jamais vu. Et le truc, c'est que moi, ce que j'ai peur, non, parce que j'espère voir Gane gagner quand même. Après, on verra les pronostics, mais en tout cas, dans les faits, on espère une première ceinture française, on va pas se mentir. N'y voyez pas de chauvinisme dans l'analyse, par contre, parce que c'est pas vrai, on essaie d'analyser de la manière la plus factuelle possible. Mais bon, on va pas se mentir, hein, on est des commentateurs français, on espère une ceinture française. Maintenant, c'est pas ça qui nous fera dire si oui ou non on voit Gane ou Aspinall le jour J. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est que de ce que t'entends dans les interviews, enfin, tu vois, il y a vraiment deux lignes que t'entends. Alors après, on dit ce qu'on veut dans les interviews, mais c'est de toute façon, il va prendre son KO comme tout le monde. Tu vois, personne n'a résisté. Tu sais, le père, il dit voilà, personne n'a résisté à la patate d'Aspinall. Je vois pas pourquoi Gane il résisterait. Voilà, déjà. Ou alors, on va l'amener au sol et on va le soumettre. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme ça. De toute façon, le chemin, on le connaît. On peut l'amener au sol, on peut le soumettre. Dans les faits, je pense que c'est pas si facile que ça. On en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Mais le problème, c'est que pour le mettre KO, alors c'est possible, c'est toujours possible, mais il faut pouvoir casser cette distance. J'en ai parlé souvent hein, sur cette chaîne. Quand t'as un excellent boxeur anglais et que tu le mets face à un boxeur pied-point, le boxeur pied-point a des avantages. Les 3/4 du temps. Ça veut pas dire que c'est toujours le cas. Tu vas prendre, je sais pas moi, Topuria, tu vois, par exemple, il va te faire mentir. Sauf que Topuria, c'est un niveau d'anglaise qui est stratosphérique par rapport à ce qu'il affronte dans la cage, tu vois. Pour l'instant, Aspinall, je peux pas mettre un Aspinall au niveau d'un Topuria en anglaise. Non. De ce qu'on voit, en tout cas, non, pas du tout. Donc oui, là, on peut parler de boxe anglaise contre kickboxing. Et c'est comme tu l'as dit, c'est la première fois aussi qu'il rencontre finalement, c'est la première fois qu'il rencontre un athlète de son niveau. En termes athlétiques, je parle. C'est-à-dire qu'il est aussi rapide, qu'il se déplace, qui même potentiellement, ça c'est une inconnue, mais ça ne m'étonnerait pas, et j'en suis quasi sûr même, parce qu'il nous l'a prouvé, a un meilleur cardio. Oui. Tu vois, on sait que Cyril, il peut tenir 25 minutes. Oui. Gane, Aspinall, on en a absolument aucune idée. Oui, il a beau dire qu'il le fait à l'entraînement et le jour J, c'est pas la même chose. L'entraînement, ça n'a rien à voir. Tout le monde tire 25 minutes à l'entraînement. Presque. Presque. Un combattant pro, quoi. Non, je suis d'accord. Et puis, il y a autre chose, moi. Tu t'en as parlé tout à l'heure, on a dit qu'on en parlera après, mais sa défense à Aspinall en striking, pour moi, quand tu commences à le mettre sur le reculoir, il devient très brouillon. Tu sais, je l'ai dit, mais combien de fois sur cette chaîne, à chaque fois qu'on l'a analysé, un jour ça lui fera défaut. Alors sûrement pas contre Gane, parce que Gane n'est pas un puncher, mais enfin je veux dire dans le potentiel KO, tu vois ce que je veux dire. Mais si je pense que si un KO vient, ça viendra plus du corps que de la tête. Tu vois, il a une tendance à t'user au corps, Cyril Gane, plutôt que t'user à la tête. Mais il faudra en parler, ça. Ouais, surtout parce que quand on parle de tenir 25 minutes, c'est quand il y a un mec qui t'use pas au corps aussi comme ça. Mais quand tu vois Aspinall, quand il se fait acculer, quand il est sur le reculoir, il a aucun footwork. Il sait pas se déplacer sur les angles. Il se met le menton à la fenêtre, il est sur son appui-jambe arrière, et il fait comme ça. On dirait Stevie Wonder, qui est en plein concert. Non mais c'est... Gilbert Montagnier. C'est vrai, en plus il fait ça. Il fait ça, et à chaque fois tu te dis, il suffit, en plus quand t'es en déséquilibre comme ça, il suffit que tu te fasses cueillir au menton. Mais c'est fini. Et c'est fini. Alors il a cette faculté quand même à revenir, comme il a la force dans les poings. Quand il envoie un point, bah ça met en respect l'autre qui recule. Mais quand t'as un mec comme Cyril Gane, qui lui, quand il va avoir le mec faire son Gilbert Montagnier, lui, il peut esquiver dans l'échange. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand il va commencer à attaquer, quand il va commencer à rentrer, et surtout qu'il va pas surengager, qu'il va commencer à le mettre, à le saturer de frappes, mais des frappes qui seront variées, avec des esquives dans la frappe, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce moment-là. C'est ça, parce que finalement, quand tu regardes les mecs qu'il a affrontés et qui ont essayé de le boxer, j'ai regardé tous les combats, comme tu as dit, c'est assez rapide. C'est des mecs qui, déjà, qui craignent énormément la puissance de frappe d'Aspinall, à juste titre, mais
Aspinal, enfin, je veux dire, Gann, il est habitué à ça. On sait que c'est pas ça qui va inhiber sa boxe. C'est pas un puncher qui va inhiber sa boxe. Mhm. Il y aura peut-être plus de crainte sur la lutte que sur, en tout cas, un puncher, il a l'habitude, il est rodé, il sait gérer un puncher. Donc, il boxera comme d'habitude. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est intéressant en plus, mais je sais plus ce que je voulais dire. On parlait du fait qu'il est Gilbert Montagnier. Je disais que dans la frappe, enfin les autres, ils étaient inhibés par sa puissance, les mettaient en respect. Et ils surengagent. En fait, ils sont inhibés, ils hésitent à rentrer, mais quand ils rentrent, ils veulent tellement rentrer fort qu'ils surengagent complètement. Là où Gann, il fera pas cette erreur. Et non, parce qu'il ne cherche pas le chaos. Le chaos, il vient s'il vient, mais il cherche pas le chaos. Et je pense pas qu'il cherchera le chaos sur ce combat-là, tu vois. Je pense pas qu'il a de l'expérience et il va pas cramer sa chance au titre pour une erreur de ce type. Tu vois, les seules erreurs que je le vois faire dans un combat, c'est pas en striking. Oui, c'est clair. Tu vois, potentiellement. Ça, on est d'accord. Et je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, quand il a affronté Tuivasa, je pense que plus le niveau augmente et plus le danger est grand en face de lui, plus il livre une performance parfaite en striking. Exact. Et en fait, le fait d'avoir un peu sous-estimé, en tout cas de se sentir facile contre Tuivasa, c'est ça qui fait qu'il se fait connecter. Et quand tu vois la prestation qu'il fait contre Ngannou, qui est le mec le plus terrifiant qu'il a affronté jusqu'à aujourd'hui en striking, tu vois la performance qu'il livre sur la partie striking, elle est énorme, incroyable. Quel mec se permet de mettre un coup de pied retourné à Ngannou? Pleine tête. Alors que la distance, en plus, elle est réduite. C'est même pas où ils sont loin. Il le met à distance réduite. Mais faut, tu vois, c'est que vraiment, t'as pleine confiance en ton striking. Mais de toute façon, il peut que avoir pleine confiance en son striking quand tu vois qu'il y a des strikers d'élite, du Glory. Tu vois, alors, certes, il y a Rico Verhoeven qui est venu et qui a striké avec Aspinal. Ok, très bien. C'est ce qui se fait de mieux chez les poids lourds, en kickboxing, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un nombre incalculable de strikers d'élite qui sont passés au MMA Factory. On a vu beaucoup de vidéos où tu vois Cyril Gane en train de tourner avec eux et tu vois c'est pas les mêmes images. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les images de Aspinal avec Rico Verhoeven et les images de Gane avec les strikers d'élite, c'est pas les mêmes images dans les sparring. Tu vois, c'est pas la même intensité. On sent que Rico Verhoeven, il est là pour le faire travailler. Tu vois, ils font de la lutte, par exemple. Tu vois, ils se font alors qu'Aspinal, Verhoeven, voilà, si tu lui fais faire du MMA, c'est pas là où il sera le meilleur. Donc. Non, mais après, ça, c'est la vidéo qui tourne. Non, mais on est d'accord. Je me doute que en intime, sans caméra, il tourne bien. Ouais, non, sûrement, mais on n'a pas vu. Tu vois. De l'autre côté, on voit un peu comme un Alex Pereira quand tu sais quand il y a des boxeurs en anglaise ou en pied-point qui viennent, tu vois, il y a pas besoin de cacher les images parce que le niveau il est là, tu vois, c'est des sparring qui sont au moins au même niveau compétitif, ou sinon tu vois Gane pour le coup qui est au-dessus des strikers d'élite encore aujourd'hui. Tu vois, demain il refait une carrière en kickboxing, il peut prendre une ceinture du Glory. Peut-être que je m'avance un peu. Mais chez les lourds, c'est peut-être possible qu'ils prennent une ceinture. Ou en tout cas qu'ils soient dans le top 5, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pour moi, il y a un monde d'écart entre les deux. Et on l'a dit tout à l'heure, on parle de gestion de l'énergie, on l'a vu avec Tuivasa, on l'a vu avec tous ses adversaires. Le seul adversaire où finalement il a pas trop pu mettre en place ce jeu-là, c'est contre Volkov 2 parce qu'il s'est pété les orteils. Mais honnêtement, le travail de sape au corps, d'un Aspinal qui n'est pas non plus très hermétique en termes de garde, enfin tu vois, et puis en termes de déplacement, il est sur le reculoir, j'ai peur qu'il se fasse saper au corps avec du travail de, ne serait-ce qu'avec ces types, jambe arrière, parce qu'il y a la jambe arrière aussi qui vient quand la distance elle est un peu plus longue, et les middle. Moi c'est contre Ngannou que ça m'a le plus marqué. Ce travail au corps, mais même pas que les jambes en fait, parce que oui, dans ma tête il y avait les jambes, évidemment on sait que si elle gagne énormément de types, les middle comme tu dis, les genoux sur l'avancée adverse, les genoux, quand je te dis les genoux, Ngannou quand il prend le genou il est pas bien, ça recule, tu te dis il va en prendre quelques-uns, finalement la clé elle était là limite pour le finir, et tout ça, mais en plus il a l'anglaise au corps, c'est-à-dire son jab, on l'a dit, son jab
Un jab à répétition d'un poids lourd, ça pique. Ça pique vraiment. Même son bras arrière, il le met au corps. Et il a cette faculté à travailler au corps et ressortir tellement vite que, tu sais, c'est un peu risqué toujours d'avancer pour se baisser au niveau du corps. Mais j'ai pas d'inquiétude sur ça. Parce que quand tu vois la vitesse à laquelle il ressort, mais il y a deux facteurs. Et je pense que ça fera partie du game plan. Bien sûr. Si le but, c'est même sûr, le but c'est de faire durer le combat un maximum parce qu'on a des réponses à avoir sur Aspinal et lui enlever de l'énergie au niveau du corps, ça va faire partie de la clé de la victoire. Et puis donc il y a deux raisons aussi sur le fait qu'il prend pas trop de risques. C'est la première, tu l'as dit, il revient très vite, hein, parce que frapper c'est bien, mais le retour c'est mieux. Enfin, tu sais, c'est de savoir frapper, revenir et justement être hors de danger. Ce qu'a très bien fait une Manon Furo par exemple le week-end dernier. Et t'as aussi son travail de feinte. Son travail de feinte, en fait, c'est marrant parce que Gane ne fait jamais plus de 2, allez, grand max 3 fois la même chose. Il va arriver jab 1, 2, 3, 4, il va feinter avec sa hanche, parce que le travail de feinte, avec sa hanche arrière, tu sais, où il feinte pour revenir avec son jab. En fait, le truc, c'est qu'il va te feinter en bas pour frapper en haut, feinter en haut pour frapper en bas, feinter en haut pour frapper en haut, feinter en bas pour frapper en bas. En fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais même plus d'où ça vient. Mais il fait partie de tous ces strikers d'élite, tu vois. Adesanya aussi avait cette faculté à exactement le même mouvement de hanche, même Anderson Silva. En fait, il t'envoie tellement d'informations que tu sais plus d'où ça vient. Et non seulement ça joue sur ta défense parce que tu sais pas d'où ça vient donc tu prends les coups, mais ça joue aussi énormément sur ton énergie. Ça on n'en parle pas, on croit que l'énergie elle se dilapide uniquement quand on fait un effort, mais le cerveau, le fait de réfléchir, le fait de chercher l'information tout le temps et de pas comprendre ce qui se passe, ça t'épuise. Oui, parce que t'as un stress en fait qui ne te quitte pas, t'es jamais relâché. En fait, t'es toujours sur le qui-vive. Et la dernière des choses aussi qui fait sa réussite, c'est cette faculté à savoir quand il faut frapper doucement, entre guillemets relâché, et quand il faut appuyer la frappe. C'est-à-dire qu'il va pas mettre que de la touche, il va pas mettre que de la frappe lourde, il va varier les moments où boum, je te touche, touche, bam, je frappe fort, boum, boum, je te touche. Tu sais, et en fait, c'est quand tu regardes Gane en train de combattre, c'est marrant. Tu mettrais une musique, tu sais, avec. Le mec est en train de danser. Il danse sur son footwork, il danse sur ses frappes, il a un rythme, il y a des changements de rythme. Tu vois, hop, il va arriver, boum, il va te balancer une accélération, puis il va revenir plus lentement, puis il va te sortir son refrain, et puis il va refaire une accélération, et puis il va revenir plus lentement. Et en fait, tu vois, il y a des changements de rythme, c'est très franchement, c'est marrant, tu peux regarder la musicalité avec tes yeux, tu vois ce que je veux dire quand faites attention à ça, mais c'est un peu, alors là, on est rentré dans Arte, c'est la nouille, hein. Mais tu vois la musicalité de sa boxe. Tu vois les changements de rythme. Tu ferais des pam, 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 pam. Tu vois, tu sais, des trucs comme ça. Tu pourrais en créer une chanson, tu vois, limite. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Tu le sais très bien que je passe des heures quand je fais une vidéo à chercher soit la bonne police, soit la bonne musique. C'est pour ça que vous adorez autant le générique de Tatami Connection. Je veux trouver le truc qui colle le mieux. Mon plus grand kiff, c'est quand j'arrivais sur certaines vidéos, sur du striking ou même sur du sol, à trouver une musique qui colle avec l'action. Tu vois, dans le rythme. Eh ben, Gane, je te jure que tu peux le faire. Tu peux trouver des musiques qui vont coller avec son rythme de boxe, tu vois. C'est ouf. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on est assez ok sur le fait que Cyril Gane, on le voit largement au-dessus sur la partie striking. Maintenant, comme on vous le disait, hein, et c'était le même cas finalement avec Ngannou, être au-dessus ne veut pas dire que tu vas gagner sur la partie striking. Ça veut dire que quand t'as un mec qui frappe aussi fort en face, ça équilibre le débat. Au moins dans les premiers rounds. Au moins dans les premiers rounds. On est d'accord. Parce qu'on sait pas, lui, pour le coup, contrairement à Ngannou, on sait que jusqu'à la dernière seconde, il peut encore t'éteindre. Lui, on sait pas. On sait pas si... On sait pas. Passer le deuxième round, on sait pas. Vu que sa puissance vient de sa vélocité, vu que sa puissance vient de la vélocité, si tu lui retires cette vélocité, est-ce qu'il y a encore autant de puissance? Tu vois? Parce que tiens, je vais prendre un exemple. De ce qu'on en sait, énorme danger jusqu'à la fin du deuxième round. Je vais te prendre un exemple qui est très parlant, de son combat contre Arlovski, qui est allé au deuxième round. Oui. Où il arrive à le connecter, certes,
Donc tu sens que quand il y a eu la vélocité, il l'a connecté. Par contre, quand il était collé à la cage et qu'il a envoyé son ground and pound, enfin qu'il a envoyé son crochet, un peu comme ce qu'avait fait Strickland contre Adesanya, où il le colle à la cage et bim bim bim, il commence à le frapper et lui envoyer une série de crochets. Bah tu te rends compte que quand il était dans cette configuration-là, bah il avait pas de quoi l'éteindre. Finalement, c'est pas son punch. Bon, après, en vrai, je me cale quand même plus sur le Aspinal post-opération. Et c'est là où il enchaîne vraiment les KO que sur le Aspinal d'avant blessure, où on sait qu'il traînait cette blessure. Et il était beaucoup plus jeune. Il y a une énorme évolution quand même. Mais moi je trouve que c'est pas forcément mieux depuis justement je le trouvais beaucoup plus complet avant l'opération, où il envoyait plus de kicks et il avait une boxe beaucoup plus complète avant l'opération. Ah, je trouve qu'il punch beaucoup plus fort là. Il punch beaucoup plus fort, mais tu sais, pour moi, il n'y a pas de différence, puisque de toute façon, il connaissait pas le deuxième round. Enfin, les 90%, 95% de ses combats, il a pas connu le deuxième round. Donc, avant ou après l'opération, il mettait KO. Je vois pas d'évolution. Ouais, moi, je sais pas, je le trouve plus impactant. Après, là, en tout cas, sur son dernier run, depuis son retour, je le trouve plus impactant que avant. Attends. Il a battu Alan Bodo. Il a affronté Alan Bodo. Ouais. Il a affronté donc Arlovski. J'y suis, t'inquiète. Avant son opération, si on compte l'UFC, il a Jack Collier. Il fait 45 secondes R1. Il fait Alan Bodo. Il fait 1 minute 35 R1. Arlovski, il va au round 2. Spivak, round 1, 2 minutes 30. Volkov, il le soumet en 3,45. Donc lui, on a dit, il avait pas réussi à le mettre KO. Il a cherché plutôt à le lutter. Ensuite, il y a sa blessure. Tibura, 1,13. Pavlovich, 1,9. Curtis Blade, 1 minute. Quand tu regardes, je vois pas la différence entre les deux. Hein. Enfin, et même avant qu'il rentre à l'UFC, quand tu regardes, Michael Benhamouda, 56 secondes R1. TKO. Ensuite, Sofiane Boukishou, c'est une blessure, mais 1,21 R1. Et il a battu pas mal de Français quand même, le salaud. Et c'est pour ça, il faut la revanche. Et Tamaz Bajzat, 1,24 R1. Pour moi, je vois pas de différence entre avant et après la blessure. En tout cas, sur sa capacité à mettre KO. Par contre, sur sa qualité de boxeur... Non, c'est un puncher, de toute façon. Il a toujours eu du punch. Ça, c'est une certitude. On sait très bien que c'est inné le punch. Donc s'il éteint les mecs, c'est qu'il était en mesure de les éteindre tout le temps. Maintenant, je te dis techniquement, dans ce qu'il propose, en tout cas au niveau de l'anglaise, je le trouve plus impactant maintenant, plus précis, voilà, il a resserré son jeu, justement, comme tu le disais, il fait moins de choses parce qu'il il a resserré son jeu et je le trouve beaucoup plus dangereux, beaucoup plus efficace. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais en tout cas, oui, effectivement, il varie moins. Donc voilà. Maintenant, je trouve qu'il est peut-être plus impactant, mais à la fois, il n'est pas plus varié. Je pense qu'il est plus facile à gérer en étant moins, pour un Cyril Gane, je parle, avec moins de variété qu'à l'époque où ça venait d'un peu partout. D'ailleurs, t'en as parlé de cette blessure, effectivement. Hein, si Cyril Gane ne se prive pas de lui saper la jambe, tu vois, il faudrait qu'il pense à lui saper la jambe. Hein. De toute façon, ça reste un combat. De toute façon, il y pensera, ça c'est une certitude. Et de toute façon, c'est dans son jeu habituel à Cyril Gane. Maintenant, ça fait quand même un moment, ça m'a l'air bien. On sait jamais, hein. Mais bon. Je me dis quand même que il a quand même enchaîné pas mal de combats depuis. Ça tient, ça se voit qu'il n'y a pas vraiment de gêne. Donc je pense pas que ça aura un réel impact le fait qu'il ait été blessé à ce genou là. Je suis d'accord. En général, quand l'opération elle est faite, c'est fait quoi. En lutte aussi, tu sais, sur le papier, tu vois, on pourrait dire, tu penses à Aspinal Gane, allez, c'est Aspinal le meilleur lutteur. Bah, j'en suis pas persuadé. Aspinal, c'est un mec qui va plonger dans tes jambes, je l'ai dit tout à l'heure, il va arriver, il va te plonger façon rugbyman, ok, lutte offensive, il va te faire un plaquage. Il le dit, hein, d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit, de toute façon, je fais des plaquages de rugby. En général, alors, la force qu'il a, c'est qu'il a un bon timing, c'est-à-dire, par exemple, tu vas lui envoyer en anglaise un enchaînement, il va pencher sa tête sur la... Pardon, je reviens sur mes notes, j'étais sur le tableau. Sur la gauche. Sur la gauche, effectivement. Et il va plonger dans tes droite, il penche sur la gauche et il rentre parfaitement au niveau de la hanche. Voilà.
Le timing, il est parfait. Mais sorti de ça, moi je vois pas une lutte beaucoup plus variée que ça. Ce qui fait que si tu le mets Bah, sur les y a talons, une déjà, il belle va pas amenée. lutter. Alors ça, c'est sûr. Il y a une belle amenée sur Volkov aussi où il vient ceinturer, il fait un petit crochetage, c'est un Oui. truc propre, pareil, Ouais, un ouais. très très bon timing. Mais c'est vrai, ça reste une inconnue la lutte d'Aspinal. Ça reste une inconnue. Il lutte pas spécialement à la cage. Il lutte justement, comme tu dis, hein, il lutte dans l'échange en fait. Il lutte dans l'échange, mais pour lutter dans l'échange, ben, il faut qu'il y ait des échanges suffisamment longs pour qu'il puisse le faire. C'est Mhm. beaucoup plus difficile de lutter un mec qui, tu sais, qui te snap, qui touche et qui sort. Exact. Exact. Et qui va maintenir une certaine distance, tu vois, et qui en plus réagit très bien à d'excellents réflexes. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il a un temps de réaction, Cyril Gane, qui est très 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 bon. Et ce que j'ai noté, moi, la première des phrases que j'ai notées, c'est il est beaucoup plus varié qu'Aspinal, paradoxalement. Tu vois, et c'est vrai. Pour le coup, il est capable de faire des double legs, il est capable de faire des single legs, il est capable de lutter façon Muay Thai, tu sais, avec le travail au clinch, donc le travail à la cage. Donc paradoxalement, il a plus de choix et en plus un bon timing parce que comme il couple ça avec sa boxe, et ben quand il descend dans les jambes pour prendre le single leg par exemple, bah, tu le vois pas forcément venir. Tu vois, pour le contrer, ça devient très compliqué. Ouais, alors je suis d'accord, mais est-ce que c'est vraiment important de parler de ça dans le sens où, pour moi, il y a aucun intérêt à parler de la lutte offensive de Gane. Dans ce combat, je te parle, hein. Pour moi, là, ce qui va être important dans ce combat, c'est sa lutte défensive. Bah écoute, j'en sais rien parce que Gane il se prive jamais de lutter. Quand il a affronté Volkov, dans les deux combats, il a lutté. D'ailleurs, quand tu regardes, parce que tu sais, on dit qu'Aspinal, il a fait tomber Volkov, mais t'as vu combien de fois, avec un pied pété, Gane a réussi à amener Volkov au sol dans leur deuxième affrontement? C'est vrai. En C'est fait, vrai. le truc, c'est que ça fait partie du panel qu'il met en place pour masquer aussi sa boxe. C'est qu'il a il a Mhm. une tendance à venir chercher le single leg où il sait qu'il prend pas beaucoup de risques. Il a amené Ngannou au sol. Dans le round 5, c'est quand même Ah, Gane. C'est quand même le, Gane qui le amène single Ngannou. leg, le single leg magnifique en plus, single leg d'école. Où tu prends, tu vas pivoter, pression avec l'épaule. Bah, c'est ça. Magnifique. Donc il a cette faculté quand même à aller lutter ses adversaires. En fait, c'est un striker, bien sûr, mais en termes de lutte, jusqu'à maintenant, il a envoyé presque tout le monde au sol. Après, est-ce qu'il va rester au sol? Ça, c'est autre chose. Mais pour user son adversaire, pour le faire, tu vois, cogiter, il peut très bien prendre, envoyer un single leg à Thomas Spinal et lui dire, vas-y, maintenant relève-toi. Et bim, et boum, et bim, et boum, et flop, et hop. Parce que le risque en soi, pour Thomas Spinal au sol, mais c'est pareil, on n'a pas vu énormément. On sait que là, il a travaillé avec Craig Jones, avant, quand il préparait John Jones. On sait, bah là, on sait pas vraiment s'il a travaillé son sol avec qui, quoi, comment. Quand tu prends les sparring de Gane, là, pour cette préparation en lutte et au sol, et quand tu prends les sparring de Thomas Spinal, on est sur deux planètes complètement différentes, tu vois. Sur le papier, Ah, effectivement, oui et non, Aspinal, parce qu'on sait pas avec qui il s'est entraîné Aspinal. bah, oui, alors certes, mais quand tu vois les images, alors c'est vrai que les images n'ont de valeur que celles que Ah, tu veux voir. tu montres ce que tu Mais veux. tu montres ce que tu veux voir, effectivement. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être les sparring habituels, tu vois. Je pense pas qu'il ait foncièrement changé d'équipe, tu vois, qu'il ait tout changé pour ce combat-là. Il a pris des strikers d'élite, mais je pense pas qu'il se méfie de la lutte et du sol. Ah non, oui, alors sur ce point, on est d'accord. Donc Sur c'est ce pour point, ça je qu'il a pense pas que... été chercher des profils, tu vois. Ah ouais, sur ce point, on est d'accord. Je parle vraiment de lutte sol, hein, pour le coup. Hein. Ouais, ouais. Là où Gann, c'est vrai qu'il a fait un énorme camp. En tout cas, il a énormément travaillé sa lutte, on l'a vu, notamment avec un champion olympique, je crois, le champion Bah, iranien. attends, j'ai noté, je l'avais mis dans les à côté, mais donc déjà il s'est entraîné au Bahreïn en lutte, il a été aux Émirats, il a affronté Pouya Ramani, qui est un combattant du PFL qui est champion du monde de grappling, mais aussi Rug Rug, un champion olympique de lutte qui est Ahmed Tazudinov. Il a affronté Rida, il s'est entraîné avec Rida Aissam, tu vois, qui est un champion de jiu-jitsu brésilien. Et là, j'ai pas toute la liste, parce que la liste, elle est beaucoup plus grande que ça. Mais juste ça, là, déjà, tu vois que la qualité, t'as un champion olympique, t'as un champion olympique de lutte, t'as un champion du monde de grappling, combattant du PFL. Donc en plus, profil, tu sais, grappleur, mais MMA.
T'as un champion de... Attends. Ils ont fait son camp où il s'est entraîné une fois avec eux. Bah, visiblement, ça a été des sparring réguliers. Parce que sinon, ça change tout. Voilà, il faut... C'est comme les mecs qui s'entraînent en Thaïlande et qui font une photo avec Shimaev. J'ai sparé avec Shimaev. T'as pas fait ton camp avec Shimaev. T'as fait un sparring, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais tu vois, Rug, par exemple, tu le vois sur les images où il est là dans le travail. Tu vois, ça a été des sparring réguliers, je pense. Tu vois beaucoup d'images aussi avec Rida. Donc je pense que ça a été un sparring régulier. Tu vois Puyaramani, lui il est là tout le temps, je crois. Donc vraiment pour le coup, il a, et puis quand il est parti au Bahreïn, il est resté longtemps au Bahreïn pour lutter, tu vois, avec des poids lourds, avec des bons lutteurs. Donc en soi, l'accent il a été beaucoup mis justement sur l'emphase, elle a été beaucoup mise sur cette partie-là, sur le fait. Alors je ne pense pas justement ne pas reproduire, parce qu'en fait ce que j'entendais là dans le countdown, c'était l'idée, c'est de ne pas reproduire les erreurs de l'époque, parce que moi mon gros problème avec Cyril Gane, c'est ses choix quand il arrive au sol, pas en lutte, c'est quand il arrive au sol, c'est ce qu'il va offrir à son adversaire. Attends, juste avant de passer au sol, juste pour clôturer sur la lutte. Sur la défense de lutte de Cyril Gane. Quand tu le shootes à l'ouvert, il a une très bonne défense, Cyril. Franchement, la gestion de sa distance, elle est parfaite, ses déplacements sont parfaits, son sprawl. Franchement, quand j'ai regardé les mecs qui ont réussi à l'emmener, finalement, bon, il y a Jones, Voilà. et on sait parce qu'il a surengagé, le timing est parfait, le niveau de lutte de Jones, Mais voilà. Mais oui. Et il y a Ngannou. Quand tu regardes sur les attaques d'Ngannou, alors déjà, on le sait, hein, l'effet de surprise compte énormément. Personne s'attendait, faut se remémorer quand même, personne s'attendait à ce que Ngannou lutte à ce moment-là. Ngannou, il est considéré en tant que striker par tout le monde. Et c'est sur des saisies de kick, des choses comme ça. Finalement, c'est pas vraiment sur des attaques... alors, il y a une ou deux arrachées quand il est à la cage. Et ça, faut en parler. Ah, voilà. Mauvais choix. Il attaque la Kimura plutôt que de défendre l'amener. Et on sait que attaquer la Kimura, c'est vraiment une erreur, surtout sur un mec aussi puissant qu'Ngannou, parce que son bras, tu l'arracheras pas. Dans tous les cas. Donc à partir du moment où tu prends la Kimura, t'as tes bras bloqués, tu vas te faire arracher. Donc mauvais choix. Je suis sûr que s'il opte pour une autre option, potentiellement il tombe pas sur cette phase-là. Mais oui. Parce qu'il reste que les phases où il se fait saisir les kicks. Ouais, bah oui. Donc finalement, défense de lutte, elle est en place. Hein. Elle est vraiment en place. Il est très stable, Cyril Gane. Encore une fois, bon footwork, il est très stable dans ses postures, il est bien, tu sais, il a des jambes très très musclées, donc tu sais, pour le coup, il sait parfaitement se positionner. Et c'est ça en fait, quand tu le dis, quand tu regardes qui l'a amené au sol véritablement, c'est Jones et Ngannou. Ngannou qui est un monstre Volkov de puissance. aussi, non? Ou Volkov il le renverse? Ouais, peut-être que Volkov, je sais plus. J'ai vu tellement de combats là, après j'ai oublié. Mais il y a un moment il se retrouve en dessous. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il attaque la Kimura aussi. Encore une fois, tu sais, un peu Choi Bar Kimura. C'est possible. Tu vois, c'est ça. C'est possible. Ah oui, peut-être, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, cette Choi Bar, tu sais, qui sur le coup, je disais, mais pourquoi il rentre pas le pied? Après, on l'a su, c'est parce qu'il avait le pied pété, donc il pouvait pas rentrer de pied, ça lui faisait trop mal. Mais en soi, elle était pas mal attaquée, cette Choi Bar. Quand même. Il y a quand même, encore une fois, il y a des choses, voilà, il devrait pas les faire, mais quand il les fait pas si mal que ça. Tu vois, son niveau de sol, il est pas si mal que ça, quand même. Mais, bref, pour en rester sur la lutte, le faire tomber, c'est une galère. On l'a vu avec Spivak. Tu vois, il l'a pas fait tomber. Excellent judoka. On l'a vu dans plein de cas. Et John Jones, le niveau de lutte de John Jones, il est à 1 million de kilomètres de celui de Thomas Pinal. Ça, je peux le dire tous les jours. Je vous mets mes deux mains comme ça, là, comme ça, les deux mains, je vous les offre. Vous me les coupez si c'est pas vrai. Son niveau de lutte, il est bien meilleur que celui de Thomas Pinal. Mais 1000 fois meilleur. Tu prends Ngannou, alors certes le niveau de lutte il est pas extraordinaire, même s'il l'a beaucoup travaillé, faut pas oublier qu'il est aux États-Unis chez Couture, hein. Donc la team Couture, enfin tu sais c'est quand même, tu vois, un bon niveau de lutte. Mais en tout cas, donc il a beaucoup travaillé sur cette phase là, mais c'est surtout un monstre de puissance, c'est-à-dire que quand lui il t'arrache, tu vois. En fait, tu le vois sur, il y a une phase qui m'a marqué dans le combat, c'est sur le body lock. Il est en brise-rein. Quand t'es en bas, vraiment en bas du dos et que tu serres, et tu vois Gane qui grimace. Alors il est même pas tombé sur cette phase, il a réussi à mettre un petit coup de hanche pour sortir de, tu sais, pour se mettre de profil, pour plus sentir cette pression au niveau du bas du dos. Mais quand tu vois sa grimace, t'imagines la puissance, Ngannou qui te tient vraiment au niveau des reins, qui te serre.
Le mec, il casse des poignets en ouvrant des portes. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Non, mais c'est vrai. Et tiens, tu fais bien de le dire parce qu'en termes de défense, tu vois, parce que tu parles de défense à l'ouvert, mais quand t'es à la cage, Gane, c'est une très bonne défense. Il arrive toujours à sortir ses fesses, à prendre un angle pour s'échapper ou pour renverser la situation. Déjà, il développe beaucoup de puissance, il a beaucoup d'endurance musculaire, et en plus de ça, il arrive très bien à switcher à droite, à gauche pour arriver à sortir et prendre sa porte de sortie. C'est très dur, en fait, de venir et de l'amener à la cage. C'est très dur. Personne l'a fait jusqu'à maintenant. Ah, le contre à la cage, c'est compliqué. Et en plus de ça, il va te frapper. Chaque opportunité, chaque espace que tu vas laisser, il va te frapper. Le contrôler et en faire quelque chose et être efficace sur cette phase, c'est compliqué. C'est ça. Donc tu vois, c'est ce que je dis, paradoxalement, pour moi, alors après, ça se trouve, Aspinall, il va lui plonger dans les jambes, il va tomber, peut-être. Mais paradoxalement, il y a une meilleure lutte, en tout cas techniquement et dans la variété. Après, l'efficacité, ça sera autre chose. Mais dans la variété et dans le panel technique, il y a plus de lutte chez Cyril Gane que chez Thomas Aspinall. En tout cas, de lutte visible, de ce qu'on a vu. Encore une fois, on se base uniquement sur ce qu'on a vu. Bien sûr. Bien sûr. Ça se trouve, il va venir, il va le ceinturer, bodylock, il va le faucher, il va l'amener au sol. Peut-être. Après, vas-y, casse la distance pour venir le ceinturer. En fait, tout le problème, il est là, c'est que on parle souvent de proactivité et de réactivité. Cyril Gane est rarement dans la réactivité. C'est souvent proactif, tu vois. Ou alors, si c'est dans la réactivité, le temps de réaction, il est tellement fort, le coup d'œil, il est tellement bon, que en fait, le mec, à peine c'est ça. Ouais. À peine il y a pensé, il est déjà sorti, il est déjà sur sa défense. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre et qu'il faut mettre en ligne de compte, quoi. C'est-à-dire qu'avant de lui mettre la main dessus, il faut déjà casser la distance. Il faut déjà arriver à passer le spectre de sa boxe, déjà, pour commencer. C'est vrai. Mais on a parlé de la vitesse, etc., de Cyril Gane, on disait que c'était la première fois qu'Aspinall affrontait ça. C'est aussi vrai dans l'autre cas. C'est le poids lourd le plus explosif et le plus rapide que Gane va affronter là. Je suis d'accord. C'est vrai. Et autre chose. Par contre, c'est vrai que Gane, son problème, c'est qu'il a trop tendance à vouloir montrer ce qu'il a appris. Tu le vois contre Volkov, par exemple, Volkov 2. Il fait la même défense, par exemple sur une amenée au sol. Ça me revient là. Tu sais que Conor a fait contre Khabib. Tu sais, prise d'angle, se mettre sur le côté, venir chercher au niveau de la ligne de fesses, remonter son adversaire, essayer de remonter pour aller chercher dans le dos ou renverser l'adversaire. Tu sais, et ça, il a une tendance c'est vrai qu'il a une tendance, au lieu de rester loin des problèmes, à accepter le problème pour montrer qu'il est capable de gérer. Ça fait partie, encore une fois, et j'espère que là, un travail mental sera fait là-dessus, ça fait partie des mauvais choix potentiels que Cyril Gane peut faire. Tu vois, à chaque fois, je le redirai, le plus gros problème de Cyril Gane, c'est son arborescence de choix. Il fait souvent les mauvais choix. Tu vois, là, tout son travail, c'est de travailler sur sa défense de lutte. Et quand il est au sol, de savoir se relever, parce qu'on va en parler de ça, sans livrer quoi que ce soit à son adversaire. Ouais. On a bouclé sur la lutte. On peut passer au sol. Partie sol, pareil. Aspinall, on n'a pas énormément d'infos, en fait. Bah, factuellement, sur les combats qu'on a vus, on peut même dire qu'on a quasiment aucune info. Si ce n'est que ultra opportuniste. C'est-à-dire que c'est un finisseur. Voilà. Ce qui va définir Aspinall, c'est que c'est un finisseur. Peu importe la position, que ce soit en striking, que ce soit au sol, c'est un mec qui sait finir un combat. Et qui a besoin d'une seule occasion pour finir un combat. Donc là, de ce qu'on a vu, c'est deux soumissions. C'est Arlovski et Volkov. Et Volkov. Kimura contre Volkov, étranglement arrière pour Arlovski. C'est même pas Kimura, puisque le bras est tendu. Il attaque en Kimura, ouais. Il met le bras en extension. Il attaque une première Kimura quand ils sont à la cage, et il la lâche rapidement parce qu'il sent que... Intelligent aussi, tu vois, il force pas bêtement. Maintenant, on a vu que ça. Alors on a vu contre Volkov, effectivement, une bonne rétention dans la demi-garde de son adversaire.
Il arrivait bien à s'installer, à envoyer son grand pound, des coudes, et puis pour derrière attaquer. En fait, quand l'adversaire se défend, en fait, venir, le bras il est offert, venir attaquer le bras. On voit qu'il est puissant. Tu vois, quand il prend le bras, on voit qu'il a de la force, qu'il s'est développé de la force. Là-dessus, il y a pas de souci. Contre Arlovski, c'est plutôt Arlovski qui se retourne, qui fait l'erreur, qui lui donne son dos. Et en fait, zéro défense sur la prise de dos et il se fait étrangler très rapidement. Et il s'en veut parce que en soi, il aurait pu défendre. Enfin, tu sais, il y avait des solutions pour défendre. Sauf qu'il a sauté très vite sur l'étranglement. Ça a été trop vite, c'était limite. Alors c'est un étranglement, mais c'était limite un truc à la volée, tu vois. Ouais. C'est vraiment, déjà, il est surpris de l'amener au sol. Comme t'as dit, c'était un plaquage. Il a à peine temps de se retourner pour comprendre ce qui se passe que le bras est déjà sous la gorge. Et des mecs de cette puissance, c'est trop tard, c'est fini, il n'y a rien à faire. On est d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, faut pas oublier qu'Arlovski, c'est quand même un mec de la boxe. Enfin, c'est un mec qui est plus boxe anglaise qu'autre chose, tu vois, qu'un grappleur. C'est pas un grappleur. Bon, c'est sambo quand même. C'est du sambo, mais c'est pas, voilà, on va pas se mentir. Il a basé plus sa carrière sur la boxe anglaise que sur la lutte et le sol. Ouais, il a pas un sol dégueu, Arlovski. Je me rappelle de quelques belles clés de talon. Ouais, à une époque, il avait une clé de talon. À une époque où non, mais en tout cas, c'est un mec qui a suffisamment d'expérience pour savoir gérer ce genre de problème normalement. Non, mais on est d'accord, mais on sera d'accord là-dessus, c'est qu'avec le temps et l'évolution des poids lourds, il a plus réglé ses problématiques en boxe. Enfin, il a plus boxé que fait de la lutte ou du sol. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu le fais plus, c'est plus un automatisme. T'as le Arlovski de l'époque de Fedor, et t'as le Arlovski de l'époque, justement, de ses derniers adversaires, quoi. Donc oui, effectivement, il avait plus les qualités athlétiques non plus, aussi pour sortir de tout. Ça, il était vraiment en fin de carrière. Donc oui. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Maintenant, Gane, si on remarque son travail au sol, effectivement, alors certes, il peut offrir des choses, ce qu'il a fait. Il a une fâcheuse tendance à s'asseoir à la cage et à offrir sa tête. C'est ce qui s'est passé contre Gane, mais pas que. Contre Jones, mais pas que, parce que je l'ai vu avec un autre adversaire où il avait fait la même erreur, à s'asseoir, en fait, dos à la cage. Exactement la même position. Voilà. Putain, c'était contre qui? Je sais plus, mais je l'ai vu. C'était contre Ngannou, puisque c'est le seul qui l'a amené. Exactement. Où il fait exactement la même chose. La même position. Et c'est là où tu te dis, ça, déjà, faut bannir. Déjà, pour commencer. Ça, c'est un truc à analyser, hein. De toute façon, si t'analyses tes combats et que tu vois, tu sais que 2 fois t'as fait les mêmes erreurs, c'est un truc qu'il faut corriger. Maintenant, derrière aussi, il a une tendance, tu vois, il nous l'a prouvé plusieurs fois, à attaquer la clé de talon ou à attaquer la jambe. Alors, tu sais, en revoyant Ngannou quand même, il attaque le talon, mais son travail de renversement pour empêcher Ngannou de remonter, de single X et tout ça, c'était plutôt intéressant. Alors, attaquer une clé de talon sur un mec qui a des poteaux, comme Ngannou, c'est impossible. Faut pas chercher à faire ça. C'est pas possible. Le mec, c'est un tronc. Il va faire une clé de talon à une racine de baobab, toi. Tu vois, c'est pas possible. Donc après, tu peux partir du principe qu'il est blessé déjà au genou. Tu vois, si le mec était strappé, tu te doutes qu'il est blessé. Ouais. Mais même, dans tous les cas, à ce stade du combat, c'était une erreur. Tu fais pas. Juste ça. Voilà. Juste à ce stade du combat, c'était une erreur. Quand tu pars du principe qu'ils en étaient à 2-2, et que tout se jouait sur ce round-là, et que s'il faisait pas ça, il restait au-dessus, prenait le combat. Hein. Sauf que le problème, c'est que c'est une erreur de coaching de Fernand Lopez qui lui dit on perd le combat. Donc, il tente le tout pour le tout. S'il lui dit on est à 2-2, je sais pas s'il attaque la clé de talon. Écoute, je sais pas, parce qu'il a quand même cette... Le sol, il aime bien jouer, ça se voit. Ça se voit, c'est un mec qui... Il doit être agréable à driller, ça doit être agréable de driller avec lui, même pour un poids lourd. Parce que c'est un mec, ça se voit, qui tente. Il aime la belle technique. Ouais, je suis là où il est prudent debout, au sol, tu sens qu'il aime bien ce jeu-là. Tourner, rouler. Il y a un moment, Ngannou est dans son dos. Tu vois, il est ceinturé en tortelle. Il va pour rouler sur la clé de genou. Ouais. Quel poids lourd faire ça? C'est très rare. Alors tu vois qu'il commence le mouvement. Ngannou, tout de suite, il le plante dans le sol. Il commence le mouvement parce que il kiffe ça. Ça se voit qu'il kiffe ce genre de technique. Mais déjà, il tourne avec des gens plus légers, tu vois. Donc souvent, il a tourné avec des gens plus légers, donc ça incite aussi à tourner comme un léger, tu vois. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire?
effectivement, c'est vrai qu'il a une tendance effectivement à se lancer, mais il aurait très bien pu faire un autre choix. Tu vois, là, si juste je fais une parenthèse là-dessus, le coaching, j'espère que ça s'est amélioré, le coaching de Fernand Lopez à ce niveau-là, juste ce niveau-là. Je parle pas de tout le reste, juste sur le fait, il était dans un mood, et ça, on en a parlé très souvent, je l'ai dit très souvent, tu sais, parce qu'il y avait eu un combattant, il y a pas, enfin quelques temps avant, où le coach avait dit ouais, bah c'était Leon Edwards. Eh Léon, on perd le fight, nanana, réveille-toi, nanani, nanana, high kick, merci, bonsoir, voilà. Headshot dead. Et après ça, Fernand Lopez, il avait une fâcheuse tendance avec tous ses combattants à dire, ouais, on est en train de perdre, il faut que t'accélères. Et on l'a retrouvé plusieurs fois là-dedans. Et j'espère que lui aussi, il a fait un travail sur lui là-dessus, soit c'est clair que tu perds, et dans ce cas-là, tu le dis, soit on sait pas trop, et dans ce cas-là, tu te tais. Parce que vaut mieux donner un sens dans ta minute à ce que tu dois faire, de ce que le combattant doit faire, et dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais attention à ci, insiste là-dessus, enfin tu vois, du coaching habituel, mais de dire tu gagnes pas, ça peut tout fausser. Tu peux faire un mauvais choix, tu vois. Surtout quand c'est aussi serré. Non, je parle quand c'est serré, pas quand c'est clair. Je me rappelle plus du tout de ce qui s'était passé. Mais je pense sincèrement que peu importe le coaching, il se lance sur cette clé de talon. Peut-être pas. Parce qu'il a déjà finalisé dessus. Ça doit être une technique à l'entraînement qu'il maîtrise bien. Il doit faire taper beaucoup sur la clé de talon. Donc je pense qu'il se lance sur la clé de talon. Ouais, mais souvent il se lance, tu sais, c'est lent, on l'a déjà dit, et puis en fait le mec il peut remonter en même temps que lui, parce qu'il se regroupe, tu sais, comme il est très grand, il se recroqueville, et puis après il se laisse tomber. Ah, pas bon du tout. Et mais même c'est beaucoup trop risqué de toute façon, la clé de talon est beaucoup trop risquée. Oui, mais j'espère que là, avec la qualité des sparring et des intervenants qu'il y a eu sur son camp, qu'ils aient pu lui dire, écoute ça, j'espère, parce que ça aussi on le sait, on a eu des échos de ça, que Lopez a laissé aussi les intervenants de cette qualité avoir leur mot à dire. Tu vois, parce que souvent... Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. C'est un combat très important pour les deux. Et pour Fernand Lopez et pour Cyril Gane. Ouais, mais tu vois, les deux en ont vraiment conscience. C'est vraiment... c'est le match de leur vie, là. Hein. Tu sais, quand tu vois Ils jouent énormément sur ce combat. Bien sûr, quand tu vois le countdown, et que tu vois qu'il y a un champion du monde de lutte qui s'entraîne avec Gane, et que tu vois que c'est Lopez qui dit bah mets ton pied comme ci, tu verras, c'est comme ça, c'est mieux. Je me dis quand même qu'il y a quand même des trucs. Tu vois, j'ai pas regardé. Donc c'est ça, c'est là où il faut être vigilant, tu vois. En fait, qu'il ait pas pris les champions du monde de lutte pour être seulement sparring, mais pour être aussi un peu conseil. Tu vois, c'est bien aussi de prendre un peu de conseil. Après, c'est à toi de faire le tri. En tant que head coach. Je pense qu'ils ont été conseils. Ils ont été conseils et maintenant tu dois quand même avoir un regard MMA que eux n'ont pas. Oh, non, mais c'est pour ça que je rajoute. Après, c'est à toi de faire le tri et de dire bon ça ok et ça non. Mais tu vois quand même. Bon bref, passons. En tout cas au sol, Cyril Gane, c'est mobile, c'est une très bonne garde papillon. Avec le fait de bien comprendre les mécanismes de levier, tu sais, de centre de gravité pour soulever son adversaire, revenir, c'est, tu sais, pour remonter sur lui, c'est aussi les notions d'angle, c'est ce qui l'amène à avoir un très bon dogfight. Il remonte très très bien en dogfight, et d'ailleurs tu le vois dans le countdown ou dans l'embedded, je sais plus lequel des deux, où tu le vois remonter sur un dogfight. C'est très bien fait, la main elle est bien à la hanche, tu vois, c'est pas des erreurs bêtes où tu montes un peu trop haut ton bras, la main elle est bien basse, l'angle il est bien pris, il se remet à genoux très vite, tu vois, il y a des choses qui sont très bien faites, et quand tu regardes de toute façon les combats où il a été au sol, à chaque fois il a été en sécurité au niveau frappe, il colle très bien sa tête, il fait pas d'erreur, il a été en sécurité, il s'est relevé assez rapidement, ses chemins pour se relever sont assez clairs, et il a pas, quand même, dans la grande majorité du temps, après c'était pas des élites grappleurs, mais il n'offrait pas trop de choses non plus. Le truc c'est que quand il offre... Non. Tu vois. Ouais, mais encore une fois, finalement, quand tu regardes les fois où il s'expose le plus, et c'est là où il y a un travail à faire, c'est quand il est à la cage, quand il se relève à la cage. Si tu le fais tomber en milieu de cage, et qu'il doit être en pur sol, bah c'est pas dégueu. Non. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, il est dur à stabiliser, il est dur à passer. Comme tu dis, il expose pas grand chose parce qu'il sait quoi faire. Il sait quoi faire. En fait, il a besoin d'espace. C'est ça. Comme debout, en fait. Il a besoin d'espace.
quand tu l'obliges à travailler dans un endroit resserré comme la cage, c'est plus compliqué. Maintenant, la chance qu'il a, comme on l'a dit, c'est que Aspinal, il t'amène pas spécialement à la cage. Sauf s'il te plante à la cage comme il l'a fait avec Karlovski. Plante à la cage avec Karlovski. C'est ça. Maintenant, là, de ce que j'ai vu, quand même que ça soit au Bahreïn, dans les vidéos que j'ai vues, tu sais, quand c'était sorti, et là, visiblement, il y a eu quand même un gros accent fait sur le travail à la cage, sur se relever ou maintenir, tu vois. Parce que c'est quand même tellement chiant de voir qu'un mec est aussi mobile quand il est debout à la cage. Et qu'arrivé au sol, il n'ait pas cette même mobilité. Tu sais que ça soit un peu, tu sais, un éléphant dans un magasin de porcelaine qui sache pas comment il va l'avoir. Hein. Il va très vite l'acquérir, c'est une certitude. Parce qu'on le sait, il y a des gens, il fait partie, on le dit depuis toujours, hein, tout le monde le sait, il fait partie de ces gens doués, Cyril Gane. C'est ça. Ils sont des athlètes qui apprennent très vite, tout en fait. On l'a déjà dit, tous les sports, tout ce que tu vas lui montrer, il va le prendre comme une éponge. Donc, si vraiment ils ont mis l'accent sur ça, ça va être très vite compris. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est un parallèle qu'il y a entre les deux, parce que tu avais Rico Verhoeven qui disait aussi de Tom Aspinall que il était très très curieux et qu'il était toujours en demande de plus. Tu vois, dis-moi, et comment on fait ci, et comment on fait ça, et comment je peux faire ci, et qui met en application, tu vois. Ça m'étonne pas. C'est pour ça qu'on les a souvent opposés l'un à l'autre. Déjà, il y a des années, quand les deux montaient, en disant que c'était vraiment la nouvelle génération de poids lourds et que ils allaient forcément s'affronter à un moment. Ça m'étonne pas, il fait aussi partie de ces gens doués, Thomas Aspinall. Bien sûr. Maintenant, si tu fais, si tu dois faire une opposition plus qu'une opposition de style, pour moi, ça serait l'opportuniste qui peut créer son opportunité, hein, Thomas Aspinall, qui a le finish facile, et le bâtisseur qui va construire son combat. Tu sais, qui va construire sa victoire petit à petit en la personne de Cyril Gane. Ouais, c'est ce qu'on peut. Ouais, je suis assez d'accord. C'est ça. C'est les trois petits cochons. T'en as un qui va construire une maison en paille et l'autre qui construit une maison en brique. Mais quand le loup est là, c'est la brique qui tient. Attention. C'est une impro. Je l'avais pas pensé à l'avance. Est-ce que tu as des choses à rajouter techniquement? Non. Mais alors, question subsidiaire. En lutte et au sol, qui est dominant? Parce qu'en boxe, on a dit que c'était Gane. En lutte et au sol, avec tout ça là. Je pense qu'en top position, alors la lutte c'est complexe. La lutte, j'ai beaucoup de mal à me décider. Maintenant, je pense que le danger en lutte vient d'Aspinall. Voilà, moi je pense pas que Cyril va chercher à lutter. Même si on a dit que techniquement il avait un panel technique assez large. Je pense que s'il y a une mise au sol, elle vient d'Aspinall. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire? J'ai des doutes. Mais comme tu l'as dit, sur un plaquage en puissance, ça peut passer. Ouais. En ce qui concerne le sol, je pense quand même qu'Aspinall est au-dessus et notamment sur la top position, s'il se retrouve au-dessus, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué parce qu'on le voit quand même, très bon placement. Tu le vois, tu vois, sur les peu de phases qu'on a vues, quand il prend la demi-garde, la manière dont il se positionne, tu sens qu'il pèse, tu sens qu'il sait ce qu'il fait. Ouais. Ça, pour le coup, ça se sent. Ouais, mais après, tu sais, Gane, pour moi, il est plus mobile qu'un Volkov. Volkov, il est quand même grand et pâteau, un peu, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Volkov contre Almeida pour ça aussi, tu vois, sur la même soirée. C'est le même jour, c'est sur la main card. Ça m'intéresse énormément. Ouais. Donc bref. Mais en tout cas, voilà, je suis obligé en cas de phase au sol, pour ma part, le danger vient d'Aspinall. Donc je donne l'avantage à Aspinall. Ouais, si on prend un danger soumission potentiel, effectivement, je donne Aspinall. En lutte, je pourrais donner un Gane. En lutte, je le dis, je pourrais donner Cyril Gane. Que ça soit offensif comme défensif. Écoute, je peux pas te contredire. Alors je sais que là, pour le coup, tu vas te faire contredire dans les commentaires. Bah c'est sûr. Ah oui. Ah, les mecs, ils ont vu un demi de mêlée à l'UFC, ils se sont dit c'est bon, il peut amener tout le monde. Oui, vas-y, ok, si vous voulez. Soyez factuels, y a rien qui nous montre que Aspinall a une lutte incroyable. Et surtout qu'on l'a vu lutter contre un rugbyman, justement, je crois. Il y a une vidéo il y a longtemps qui était sortie où il a lutté contre un rugbyman en lutte pure.
Et ben mon vieux, il a galéré pour l'amener, parce que c'est là où tu vois que techniquement, déjà quand c'est pas en MMA, et que t'as pas cette surprise que tu crées sur le fait de prendre le bon tempo, et que tu dois aller techniquement amener quelqu'un au sol, bah tu sens que c'est laborieux, qu'il manque de technique, véritablement. Ouais. Donc, Non, mais je te dis, moi, je le mets quand même un cran au-dessus en danger de lutte. En fait, je le mets en danger. Ah, ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Là où je le mets au-dessus, c'est que pour moi, s'il l'amène, ça commence à être la merde ouais. pour Gann. Là où si Gann arrive à l'emmener, c'est pas la merde pour Aspinall. D'ailleurs, dernier truc, 2 derniers trucs, c'est vrai que qui me reviennent, c'est que la force d'Aspinal là que j'ai vu dans les countdowns et des trucs comme ça, c'est qu'il attaque beaucoup les étranglements. Bon, on l'a vu déjà avec Arlovski, mais il a un très bon bras-tête et surtout on a revu des images d'archives de quand il faisait du jiu-jitsu brésilien, qu'il faisait de la compétition en jiu-jitsu brésilien. Il a un très bon darse. Et en fait, j'ai peur parce que on a vu pour l'instant, en tout cas, la soumission qu'il a prise, c'est un étranglement. Et j'ai peur en fait de sa réaction s'il se fait étrangler. Est-ce qu'il saura comment tourner, parce que un darse, si t'as pas drillé la sortie, drillé et que tu sais pas comment te positionner, enfin tu vois ce que je veux dire, éloigner ton épaule de ta gorge, enfin tu vas tourner dans le bon sens, prendre le bon timing. J'ai peur de ça. Ça c'est le premier aspect. Et encore, même quand tu sais sortir, hein, c'est pas dit que tu sortes. Et même quand tu sais sortir, ça peut arriver que tu sortes pas. C'est vrai. L'autre aspect, c'est aussi le fait que Gann ait beaucoup tourné avec le poids lourd français là, qui est au MMA Factory, qui est ceinture noire du jiu-jitsu brésilien. J'ai perdu son nom, je l'ai pas noté. Tu sais, le mec balèze là, qui fait 130 kilos, là, 125 kilos, qui est très athlétique, le Renoir, qui est de la MK. Comment? Dave. Ouais. Dave. Ouais, mais il est moins blond que l'autre. Dave Fausting. Oui, il est moins blond. Il est moins... ouais, Dave Fausting. Et ben Dave Fausting, le fait qu'ils aient beaucoup tourné ensemble, je pense que, parce que là pour le coup ils ont énormément tourné ensemble, je pense que ça l'a beaucoup aussi aidé dans les prémices de ce qui s'est passé après là dans son camp. Enfin quand il dit que de toute façon, bah c'est bon, on a fait le tour. Ouais. On parle des à côté parce que comme ça c'est un premier à côté, même si je l'ai pas noté dans ce sens-là. Mais tu sais, dans les à côté, comme son camp, c'est celui qu'il a pris, par exemple, Gann, le plus au sérieux possible de tous les camps qu'il a fait. Il a été long, il s'est mis à huis clos, il s'est sorti de sa zone de confort, il s'est éloigné de sa famille. Tu vois, il s'est entouré de personnes de qualité, parmi les meilleurs du monde, de vrais poids lourds. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque, parce qu'il s'entraînait beaucoup avec Nassourdine à l'époque. Donc voilà, d'où son style aussi, tu sais, un peu plus aérien, tu vois, dans le sol. Et donc déjà rien que ça, déjà, je pense que ça fait un moment qu'il est sur ce dos du sol et de la lutte, et que vu à la vitesse où il apprend, je pense que ça a été très bénéfique, parce que quand tu vois les sparring de ouf qu'il a fait avec le fameux Dave, qui est excellent au sol, hein, on l'a vu, hein, et pour le coup. Enfin, je pense que quand tu l'as sur le dos, celui-là, pour t'en débarrasser, ça doit être quelque chose quand même. Donc, il y a des facteurs positifs quand même. Il y a des warnings, il y a des checks verts un peu partout quand même. Sur le papier. Ouais, après, est-ce qu'on peut... je sais pas si on peut comparer Dave et Aspinall. En termes de sol ? Oui, en termes de sol. Oh, bah, bien sûr que si. Mais attends, Aspinall, on sait quoi ? Il a fait des compétitions quand il était ceinture bleue, après il a fait quoi ? Non, mais... Dave, il a fait quoi ? Il a fait du grappling. Je sais pas, je connais pas sa carrière. Non mais il est impressionnant, mais déjà il est très jeune. Je crois qu'il a 23 ans, 24 ans. Il est super jeune. Là, il va faire son premier combat pro en MMA ce week-end. Bien sûr. Non, je suis désolé. Oui, il est impressionnant physiquement. Oui, il tourne bien au sol. Mais je vois pas à quel moment on peut le comparer avec le champion poids lourd de l'UFC. Non, calmons-nous. Non, mais attention, je te parle pas de MMA, je te parle de sol. Dave, comment tu m'as dit que ça Mais même en sol. Dave, comment ? Fausting. Comment ça s'écrit ? Fausting. F-O-S-T-I-N-G, je crois, ou quelque chose comme ça. Dave Fausting. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Fausting, peut-être. Fausting. Ouais. On va aller sur son Instagram. Ouais, après, c'est beaucoup de MMA, il faudrait remonter plus loin. Mais je crois qu'il est ceinture noire de la MK, je crois. Je crois même pas qu'il soit ceinture noire. T'es sûr qu'il est pas ceinture noire ? Je sais pas, je le connais pas suffisamment. Je crois pas. Mais non, parce que, allez,
Même s'il a pas fait de compète, je sais pas les compètes qu'il a fait à Spinal, on parle quand même d'un mec qui est né sur un tatami de jiu-jitsu. Oui. Qui a fait du jiu-jitsu toute sa vie. Qui a fait du jiu-jitsu toute sa vie, qui a fait du jiu-jitsu old school. Enfin, tu vois, le niveau de jiu-jitsu. Alors attends, parce qu'il y a une chose. Hein. Son père, c'est le pionnier du jiu-jitsu en Angleterre. Je crois que c'est la première black belt anglaise. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, en Angleterre, t'as du haut niveau. Tu sais, t'as vraiment du haut niveau avec les Los Bandidos et tout ça. Enfin, tu vois, t'as du haut niveau. Maintenant, à l'époque, enfin, tu vois, ça reste un pionnier qui fait du jiu-jitsu old school, qui a appris à son fils à faire du jiu-jitsu old school, qui a fait des compétitions quand il était tout jeune. Et après, derrière, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Demi-finale des championnats de France de grappling. Il a fait déjà des demi-finales de championnat. Ça veut dire qu'il a fait les championnats de France de grappling, le Dave. Oh, calme-toi. Non, bon, ok, d'accord, ok, je te l'accorde. Bon, par contre, Rida et tout ça, ok. Non, voilà, alors oui, là, oui. Là, ok. Mais bon. Non, après, blague à part, je le vois, là, le Dave, là, je suis en train de le regarder tourner. Par contre, techniquement, c'est très très propre. C'est très mobile. Pour un mec qui fait 125 kilos, mais ça, tu il n'y a vois, aucun problème avec ça. C'est même impressionnant pour un poids lourd de cette carrure d'avoir ce jeu-là. Il a un jeu très impressionnant au sol. Donc, y a aucun doute sur ça. Je te dis que de là à comparer avec Aspinal, bon, allez, je te l'accorde. Un point compliqué. Un point pour toi. Mais enfin, un demi-point, parce que Aspinal, en fait, pour moi, c'est pas. Tu m'aurais dit, il va faire une compète de grappling contre les luttes du grappling, je t'aurais dit ok. Mais je te dis pour du MMA et Aspinal, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas vu quelque chose qui me fait dire que c'est un grappleur d'élite. C'est un grappleur très opportuniste, puissant. Mais pour moi, pour l'instant, je n'ai rien vu. Tu vois, je vais te refaire le parallèle avec John Jones. Je pense que tu mets John Jones à Spinal au Submission Underground, tu sais, dans la cage, à faire un combat de grappling. Je pense que celui qui ressort vainqueur de cette histoire, c'est John Jones. Ouais, mais John Jones, c'est un niveau incroyable en grappling. Non, mais on est d'accord. Mais c'est pour te dire que non, mais pour moi, ce que c'est je veux dire, pas c'est se faire battre par John Jones, ça veut pas dire que t'es mauvais. Le mec, c'est un monstre. Oui, mais Fausting, c'est pas parce que il avait à faire son premier combat en MMA qu'il est mauvais en grappling ou enfin, tu vois ce que je veux dire, ou qu'il est moins bon qu'Aspinal. Mais non, il est pas mauvais. Je te dis juste qu'on peut pas se baser sur un sparring, sur le fait qu'il ait fait le camp de Cyril, quand finalement son niveau, on ne connaît pas, il a rien fait en JJB. Non, mais je te l'accorde. Je suis impressionné par son niveau de grappling à son poids, par son jeu, de ce que j'ai son jeu à ce poids-là, bien sûr, c'est très impressionnant. C'est vrai, je te l'accorde. Dans les autres à côté, si on reste sur Gann, oh attends, non, je vais les reprendre dans l'ordre parce que donc on a dit que Aspinal déjà n'a jamais affronté un striker du calibre de Gann, ni même un combattant du niveau de Gann. Ça, on l'a dit, c'est une réalité. C'est là où on va voir limite, c'est son plus gros test à Aspinal. C'est son plus gros test, clairement. Ensuite, il n'a pas combattu depuis juillet 2024, avec ses histoires de ceinture, de John Jones avant sa retraite, on s'affronte pas. Ça commence à faire longtemps. Ça fait presque un an et demi, peut-être pas un an et demi, mais pas loin qu'il n'a pas combattu. Donc, est-ce que ça jouera? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'on l'a vu à son retour de blessure qui avait duré je sais pas combien de temps. Il avait été très impressionnant, il avait semblé en très grande forme, d'autant plus qu'il a quand même fait pas mal des temps prépa en fait là. Alors c'est ça, c'est qu'en fait le truc, il s'attendait à un combat contre Jones. C'est ça, c'est qu'il a fait des camps à répétition et il a dit que ça l'avait beaucoup usé moralement de faire, je crois qu'il a fait 4 ou 5 camps d'affilée quoi. Donc ça l'a beaucoup usé moralement et d'un point de vue aussi énergie. Bon après là je pense qu'il a passé, il a tourné la page et qu'il est passé à autre chose et que le mental s'est reconstruit en sachant qu'il avait un autre combat à faire contre Cyril Gann. Il a perdu beaucoup de poids pour ce combat. On l'a vu très très affûté pour ce combat. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Parce que dans le rapport de force, on sait que Gann c'est quelqu'un quand même qui est... Alors c'est sûr il a pas le KO power mais que c'est quelqu'un qui est très puissant physiquement.
Gann, je pense que Ouais. lui, par contre, au contraire, il a pris du volume, pas forcément du poids, mais vraiment du volume. Et enfin, si du poids aussi de fait, mais je veux dire pas du gras. Ça va pas être pâteau. Je pense qu'il pourra développer encore beaucoup de cardio et d'énergie avec un physique encore un peu plus imposant. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai aucune idée là-dessus. Ouais, écoute, finalement, tant qu'on le voit pas, on peut pas savoir. Maintenant, ça veut peut-être dire aussi qu'il veut essayer de gagner encore plus en vitesse. Peut-être qu'il projette aussi un combat qui dure. Oui. Parce qu'il sait que mettre la main sur Cyril Gane, ça va pas être aussi facile que ça. Mais oui. Mais c'est vrai qu'il est très affûté de ce qu'on a vu à Spinal. Ouais. Et bah tu l'as dit, donc le dernier, c'est qu'il n'a jamais dépassé victoire comme défaite le round 2. Donc on sait pas. Alors il projette peut-être en se disant si je suis plus léger, je tiendrai peut-être plus longtemps. Maintenant, en fait, c'est pas le seul facteur pour tenir longtemps. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment une inconnue. Hein. C'est fou parce que se dire que tous les combats qu'il a fait à l'UFC, bah finalement c'est comme s'il avait fait un 3 rounds complet. T'imagines? Il a fait 17 minutes, donc à 2 minutes près, on est à un 3 rounds. Écoute, Donc en termes d'expérience de cage, le fait d'être dans le dur, de te lever de ta chaise alors que t'es épuisé pour y retourner, c'est des choses qu'il a pas connues. ouais. Et le truc, c'est que, tu vois, déjà, moi, le fait qu'il perde du poids, si c'est dans l'espoir de tenir plus longtemps, ça veut dire que déjà, il a pas confiance dans son cardio. Quand il dit, moi, je fais plus de 5 rounds sans problème à l'entraînement, ça veut dire que s'il met quelque chose en place pour se favoriser le fait de tenir, ça veut dire qu'il en est pas persuadé, déjà, de lui-même. Donc déjà, pour moi, c'est un élément qui est plutôt négatif, en soi, sur le fait qu'il essaie de perdre de poids. Maintenant, je vais renvoyer, on a beaucoup parlé d'Ngannou dans ce combat-là. Finalement, Aspinall, il est dans la même posture qu'Ngannou avant qu'il affronte Miocic. Le premier combat. Exactement. Pareil. Donc on a vu ce que ça fait sur Ngannou quand il était en plus en perte dès qu'il a vu que son punch ne fonctionnait pas avec quelqu'un qui avait un bon game plan. On a vu ce que c'était que mentalement quand il était brisé de se dire en fait maintenant j'y arrive plus et qu'il a subi le combat. Là on verra si ça sera la même chose pour Aspinall. Gane aussi, il a pas combattu lui depuis décembre 2024, donc un petit peu moins longtemps. Mais par contre, lui aussi c'est pareil. Là, ces derniers temps, on a vu que de toute façon, il y a eu de l'espace entre ses combats et qu'à chaque fois qu'il est revenu toujours aussi fort. Là, il avait sa blessure en plus, donc il fallait qu'il récupère. Et puis ça lui a permis, surtout pour une fois, de faire un véritable camp où il a gommé sûrement des erreurs qu'il faisait par le passé. Ouais. Ouais, et puis comme tu le dis, c'est la première fois où déjà il part de chez lui. Tu vois, où vraiment il est coupé de ce truc médiatique, parce que c'est une grande star, Cyril Gane. Ouais. Tu vois, il a vraiment clôturé son truc de je suis en tournage, etc. Il s'est coupé en fait. Ouais. Il s'est coupé des réseaux, il s'est coupé de tout. Enfin, je pense même pas que ce soit lui qui gère ses réseaux, mais je pense que pour le coup, il s'est vraiment coupé de tout, de son podcast, de tout. Ouais. Ouais, de sa famille aussi, il a dit je ne veux m'occuper que de moi. Pour le coup, pour là-dedans. Je veux aucune autre interférence. Sympa pour ses enfants. Non, je rigole, c'est une blague. Ce qui veut dire aussi que je pense qu'il y a quand même pour le coup une grosse pression aussi côté Gane. Alors des deux côtés, il y a de la pression. Bien sûr. Mais Gane qui se dit hermétique à ça, c'est ce qu'on nous a vendu depuis toujours. Il ressent pas la pression, etc. Je pense que il a vraiment conscience de l'enjeu de ce combat, que potentiellement c'est sa dernière chance d'accession au titre, et que c'est nouveau peut-être ce sentiment de pression. Alors je pense qu'il l'avait connu avec Jones, mais Jones, c'était plus l'aura de John Jones qui fait que. Mais là c'est l'enjeu du combat. Alors ils en ont parlé de ça. Il y a eu d'ailleurs une belle guerre médiatique là-dessus sur qui aura le plus de pression. Ça, de toute façon, tant que t'es pas là le jour J, tu peux pas savoir. Parce que justement, Aspinall lui doit confirmer aussi. On l'a dit tout à l'heure, ça c'est son statut de champion. Parce que là, pour l'instant, il l'a eu comme ça, mais il doit confirmer son statut de champion. Donc, même si dans les faits, le fait de battre Pavlovich, le fait de battre Blades, ça te donne une légitimité. Mais t'arrives, les deux champions, on va dire incontestés, sont partis. Donc toi, tu dois marquer ton histoire maintenant, en tant que poids lourd.
Donc déjà, il y a une problématique là-dessus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de stress de son côté aussi. Il sait qu'il a jamais affronté quelqu'un comme Cyril Gane, donc je pense que aussi là-dessus, il y a une problématique de stress là-dessus. Maintenant, il dit qu'il est imperméable lui au stress. Attention, quand on dit qu'on est imperméable au stress, c'est qu'on stresse pas mal. Maintenant, Gane, lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, bon, je pense qu'il a conscience du fait que c'est sa dernière chance. Et encore, je suis pas sûr. C'est sa dernière chance s'il prend sa retraite. Vu l'état de la KT aujourd'hui, je pense que ça serait même pas sa dernière chance. Ça, c'est une parenthèse. Je pense qu'il pourrait en avoir même une quatrième. Mais derrière, ce que tu renvoies, c'est l'éternel de second, quoi. C'est le Poulidor des poids lourds de l'UFC, tu vois. Poulidor, vous chercherez sur Google si vous savez pas qui c'est. Rien à voir avec Poudlard, d'accord aussi. Et Poulidor, c'est un cycliste. Oui, c'est un cycliste. C'est l'éternel second en fait. C'est un Français qui était, je l'ai dit, que l'éternel second. Tu m'as forcé à le dire. T'es content? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, on parlait de stress. Pardon, je me suis perdu moi-même dans mon truc. Ce qu'il disait, c'était que la pression en fait la plus grande qu'il a ressentie, c'est pas là. Hein. La pression la plus grande qu'il a ressentie, c'est quand il a affronté Ngannou. En fait, je pense que le fait d'avoir eu l'opposition, l'embrouiller les coachs, etc. Voilà, le fait que ça soit son ancien partenaire d'entraînement, le fait que il y avait aussi la tension qui a dû forcément être transmise aussi par Lopez, même sans le vouloir. Tu vois, ce côté, il faut absolument gagner parce que là, on est sur une guerre de clubs. Je pense que là, encore une fois, tu sais, on parle de gestion de la pression. Quand t'as affronté Ngannou dans les conditions dans lesquelles ils se sont affrontés, et quand t'as affronté John Jones avec l'aura qui dégage, je pense que derrière, même si t'as la pression, tu vois, je pense que tu peux relativement bien gérer quand même, tu vois. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, de toute façon, hormis Jones, où il fait une erreur, la pression, elle a toujours été bien gérée côté Cyril Gane. Bien sûr. Et accessoirement, en plus de ça, parce que tu parles de pression de Gane, mais en vrai de vrai, il gagne pas. Qu'est-ce que ça change pour lui? Le mec, il a pas besoin de ça, là. Aujourd'hui, il le fait vraiment pour une question il a envie de performer. Là, tu sens qu'il y a... Donc, il a besoin de ça. Non. Envie d'être champion. Attends, laisse-moi aller au bout. Je pense qu'il y a cette envie d'être champion, mais je pense qu'il y a il y a eu un changement, tu sais, par rapport à avant. Tu sais, dans le sens où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a cette envie, mais il a envie d'avoir la ceinture, mais comme s'il avait un peu démystifié aussi l'enjeu. Dans le sens où, là, aujourd'hui, il est dans un côté sportif, plus que d'un côté champion. À l'époque, il avait besoin d'être champion pour gagner de la thune, pour être connu, pour atteindre ses objectifs, qui étaient de faire du cinéma ou autre chose, tu vois. Aujourd'hui, il sait qu'il a déjà le cinéma, on sait qu'il est déjà connu, on sait qu'il a déjà la thune. La preuve, c'est qu'il peut se permettre de faire ce camp-là. Il y a qu'un combattant qui a l'argent pour le faire, qui peut se le faire, qui peut se le permettre. Aujourd'hui, il est plus dans un challenge qui est sportif que dans l'idée. En fait, il a compris qu'il avait pu avoir tout ça sans être champion. Aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être champion, Cyril Gane? À part pour le fait d'apporter la première ceinture à la France et d'être finalement le représentant qu'il a toujours été, tu vois, parce que finalement, si c'est lui qui a la première ceinture, il y a une certaine logique. Ça a été notre plus gros représentant français. C'est notre tête de file. C'est lui, c'est le visage du MMA en France, c'est Cyril Gane, qui a fait des médias, qui fait du cinéma, qui a eu la première ceinture intérimaire. C'est lui qui a amené, en fait, finalement, très rapidement le MMA à son paroxysme médiatique en France. Paroxysme, peut-être pas encore, mais en tout cas, à l'échelle où on est. Si tu regardes ça, en fait, il a déjà accompli tout ça. Même sans avoir cette ceinture incontestée. Aujourd'hui, je pense que c'est plus un objectif qui est plutôt sportif, de savoir qu'il peut battre Aspinall, qu'il va remettre les choses au clair, plutôt que d'avoir cette ceinture absolument autour de la taille. Je suis d'accord, mais finalement, c'est le nerf de la guerre, c'est le truc le plus important. Donc oui, il y a de l'enjeu. Ouais, mais je parle en termes de stress, de démystifier la ceinture. Parce que c'est quoi le stress? C'est de se dire, il faut absolument que j'aie la ceinture. Je pense qu'il l'a démystifié, cette ceinture. C'est un ressenti, hein. Peut-être que je me trompe complètement. Mais j'ai l'impression qu'il l'a un peu démystifié, tu vois. Moi, je pense pas. Je pense qu'il la veut vraiment, cette ceinture. Ah, écoute, on verra. On verra, mais enfin, on le verra pas, parce qu'on le saura jamais. J'espère qu'il la veut vraiment, cette ceinture. Mais tu le verras dans la cage, en fait. Tu le verras dans la cage. C'est très important. Parce que tu vois, pour le coup, Aspinall, il la veut vraiment, cette ceinture. Depuis gosse, il la veut. C'est un objectif de vie, presque. C'est-à-dire que c'est des choses importantes, quand même, dans un combat. La volonté de pas vouloir lâcher sa place.
Ouais, mais est-ce que... Parce que c'est inquiétant, là, ce que tu me dis, le fait d'avoir démystifié la ceinture, pour moi, c'est inquiétant. Non, Je le non, prends non. pas comme un truc bénéfique. Ah non, non, moi justement, je le prends comme un truc bénéfique parce que, en soi, c'est quoi le plus important? C'est d'être le meilleur de tout le monde ou c'est d'avoir la ceinture? Non, mais les deux choses sont la même, c'est la même chose. Non, je suis pas d'accord. Dans ce combat, c'est la même chose. Alors, Dans ce combat, c'est la même chose. ok, peut-être dans ce combat, mais je veux dire, et encore, pour moi, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je fais la différence, la nuance entre les deux? On sait très bien que tous les chemins vers la ceinture ne sont pas les mêmes. T'en as, ils ont des chemins qui sont plus faciles que d'autres, t'as des KT qui sont plus faciles que d'autres, enfin, tu vois, tu peux faire les bons choix, regarde comme ceux qui montent à la ceinture du dessus parce qu'ils ont déterminé que c'était cette personne-là, c'est facile. Donc je vais y aller, tu vois. Avoir la ceinture, l'objectif d'avoir la ceinture, c'est pas la même chose que d'être le meilleur. John Jones, par exemple, si je reprends le cas de John Jones ou même Georges Saint-Pierre, je pense pas que leur objectif c'était d'avoir la ceinture. Je pense que leur objectif c'était d'être le meilleur. Quand ton objectif c'est d'être le meilleur, en fait, peu importe ceinture, pas ceinture, peu importe. Tous les combats, tu vas les faire de la même manière. Tu vas le faire pour être le meilleur. La ceinture, c'est que un petit plus. Merab, Valishvili, tu vois. Je pense pas que la ceinture, ça soit quelque chose il est content de l'avoir, de ce que ça lui apporte. Mais je pense que son objectif, c'est d'être le meilleur. Topuria. Mais je suis d'accord sur le fond de ce que tu dis, mais pour moi, ça va avec la ceinture. C'est la ceinture qui te fait affronter les meilleurs dans tous les cas. Je sais pas. Je sais pas, parce que dans les faits, on le sait très bien que la ceinture te fait pas forcément affronter les meilleurs. Ils te font affronter ceux que l'UFC estime, tu vois, être bien par rapport à toi. C'est quel pari ils ont fait sur toi, tu vois. Ah, le champion a quand même un bon choix de manœuvre à faire au niveau du prochain prétendant. Donc s'il veut affronter le meilleur, il affronte le meilleur, si c'est sa volonté. Oui, mais donc on est d'accord que c'est toi qui choisis ton adversaire. C'est pas la ceinture qui te l'amène, c'est toi qui vas décider d'affronter les meilleurs. Bah, de temps en temps, ça va être imposé, mais on sait que le champion a quand même une marge de négociation. Eh oui, non mais donc c'est ce que je te dis. C'est un état d'esprit de vouloir être le meilleur et c'est pas la ceinture qui te l'apporte. C'est pas le fait d'être champion. C'est le fait alors ça t'aide parce que c'est toi qui choisis après tes adversaires. Mais c'est, tu vois, c'est des choix que tu vas faire. Bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus. Mais pour moi, tu vois, c'est un mindset qui va au-delà de la ceinture. La ceinture, pour moi, c'est pas un aboutissement. Enfin, pour les mecs qui vraiment cherchent à être les meilleurs, c'est pas un aboutissement. Tu vois, je vais donner un exemple. Sean O'Malley, par exemple. Je pense pas que son objectif c'était d'être le meilleur. Ouais, c'est d'avoir la ceinture. Voilà. Mais, non, mais pour moi, je fais pas de distinction. Pour moi, c'est corrélé. Bref. Pour moi, quand tu arrives à prendre la ceinture et à la défendre, t'es le meilleur t'es le meilleur. À la défendre, je précise. Ouais. Parce que la prendre, c'est quelque chose. Écoutez, la défendre, c'est autre chose. Très bon débat. Continuez-le dans les commentaires. Faites-nous ce petit plaisir, dites-nous si vous avez compris ce débat déjà, parce que ça se trouve on est entre nous deux et on a perdu tout le monde, là ça se trouve à ce temps-là il n'y a plus personne. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler en commentaire et nous dire si vous êtes d'accord avec ce système de ceinture est corrélé avec le fait d'être le meilleur, ou si ça va au-delà. Si la ceinture c'est qu'un objet, la ceinture elle sert à tenir ton pantalon, c'est Bruce Lee qui l'a dit. C'était pas la même ceinture, mais quand même. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre On était tac. Le pied cassé, il revient d'un pied cassé, ça aussi. Ça, j'ai hâte de voir. Alors, je pense pas que ça va beaucoup jouer, mais j'ai hâte de voir si ça a un impact sur ses types. Tu vois, quand sur ses front kicks, tu vois, s'il va oser envoyer ou pas. Je pense pas, mais bon, voilà. Est-ce que ça peut pas repéter aussi? Mais je pense pas, parce que je pense qu'il a fait beaucoup de sparring et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On a dit qu'il s'était entraîné, ça voilà, au Bahreïn. On a sorti les noms avec qui il s'est entraîné, le palmarès des gens avec qui il s'est entraîné. Donc il a pris beaucoup de sérieux sur ce camp et sur les personnes qui sont intervenues dans ce camp. Et on l'a dit aussi, il a déjà été confronté à ce qui se fait de mieux en poids lourd, Ngannou et John Jones. Donc en termes de pression et en termes de niveau, derrière, qu'est-ce que tu crains, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu vois d'autres à côté? Non, t'as été assez exhaustif. Ok. Pronostic. Je te laisse commencer, puisque tout à l'heure tu as commencé à en parler un petit peu, donc voilà, je te laisse y aller et te lancer.
C'est très très compliqué. Franchement, mes pronos, ils arrêtent pas de changer dans ma tête. Honnêtement, hein, je suis vraiment pas loin d'un 50-50. Mais bon, c'est nul de donner un 50-50 en prono, donc je vais me mouiller un peu plus. Mouille-toi la nuque, vas-y. Je vais donner un léger avantage à Aspinall quand même. Ok. Sur du 55-45. 55-45. Et je vois une soumission de Thomas Aspinall. Et si c'est côté Gann? Si c'est côté Gann, ça sera décision. Ou potentiellement un TKO en fin de... Tu as cet inconnu du cardio, et s'il craque complètement, il se fera finir Aspinall. Mais si c'est Gann, je vais quand même opter pour la décision. Bah écoute, comme ça, tu vois, il y aura une team Rolly, une team Jarod, parce que moi je mets un 60-40. Une décision de Gann, 60%. Et un finish très tôt, round 1 ou 2, Ouais, je suis d'accord. d'Aspinall. Moi, je le vois round 2. Je le vois round 2 le finish d'Aspinall. Par contre, de là à te dire, est-ce que c'est un KO ou une soumission, franchement, je sais pas. Parce que, tu sais, c'est la moindre erreur d'inattention et tu peux prendre ton KO, tu vois. Donc, je saurais pas te dire, je vois un finish. Maintenant, est-ce que ça serait... C'est quoi, j'ai même plus tendance... Alors après, peut-être que je vais me tromper, hein, mais avoir une... En tout cas, s'il y a soumission, ça viendrait d'un knockdown. Tu vois, plus que d'une amenée au sol. Donc ça partirait, quoi qu'il arrive, que ça soit le KO ou la soumission, que ça partirait d'un Thomas Aspinall qui arrive à toucher Gann. Ouais, écoute, moi j'ai du mal à le voir le toucher. Mais moi j'ai du mal à le voir l'amener. C'est con, hein, mais j'ai du mal à le voir l'amener. Mais peut-être que je me trompe. On n'a pas beaucoup à attendre là pour être fixé. Il a pas la puissance d'un Ngannou, et il a pas la technique d'un Jones. Donc c'est là où je me dis, s'il part comme ça de loin en mode rugby, va vraiment falloir que... Alors peut-être qu'il va développer une puissance de malade et qu'il va le percuter avec une violence qui fait qu'il va réussir à l'amener au sol. Il a quand même un timing tellement parfait que potentiellement, tu sais, moi, c'est ce que je vois. Je le vois pas l'amener, le contrôler de au sol. Je vois une phase limite un peu à la Arlovski en fait. Ouais. Où il va te faire chuter et toi, tu veux rentrer dans un scramble où tu vas chercher à te relever. Et c'est là où tu te fais choper quelque chose. Ouais, non, potentiellement ça peut arriver. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, les zones de finish d'Aspinall, je les trouve quand même légères. Ça peut arriver. Et il suffit que d'une chance pour que ça marche. Et c'est pour ça que je mets quand même Gann au-dessus. Parce que, pour moi, il nous a déjà prouvé qu'il pouvait aller à la décision avec ce qui se fait de mieux. Donc, et ce qui se fait de moins bien. Et donc et à la décision, voilà, contre Ngannou, tu sais, ça se joue à pas grand chose, quoi. Ça se joue à pas grand chose. Et Aspinall, pour moi, c'est pas Ngannou. Tu sais, quand Ngannou dit entre John Jones, Aspinall et moi, si on était dans une pièce, enfin en tout cas s'il y avait un tournoi, il dit Aspinall giclerait très vite et ça se jouerait entre Jones et moi, et ça j'en suis persuadé. Bah écoute, moi j'en sais rien. Parce qu'il n'y a rien qui me prouve que c'est vrai ou que c'est faux. Parce que justement c'est le premier gros test de Aspinall. Ouais, je parle à l'instant T. Après ce combat-là, peut-être que je changerai d'avis. Mais à l'instant T, je pense que c'est vrai. Bref, on verra. Donc, on a fait le tour. On n'oublie pas non plus, voilà, on va pas en parler parce qu'on est déjà à 1h45 de podcast, mais qu'il y a un deuxième titre pour les poids pailles entre Jean-Di Roba et Mackenzie Dern. Donc qui aura lieu en co-main event. Donc ça aussi c'est intéressant, moi je vais le regarder, hein, franchement. Enfin, on va le regarder forcément, parce que on va vous annoncer dès maintenant qu'on va faire un live ce week-end pour justement sûrement le co-main et le main. Donc le main sûr, le co-main on va voir, mais je pense que oui. Donc on sera tous les deux ici à la Jarod House pour faire notre avis en live en fait sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous connecter justement et à venir partager ce live avec nous.
parce que ça, je pense que ça va être un bon moment, et pour une fois, Rolly sera avec nous, donc il pourra répondre à vos questions, non pas à l'écrit, mais de visu, donc ça va être super cool de vous avoir avec nous sur ce live, donc voilà, un petit spoil, comment on dit ça d'ailleurs, petite annonce, Petite preview. on va une petite preview, petite annonce, voilà, on va parler en français. Donc soyez présents justement sur cette UFC aux horaires européennes pour venir le partager avec nous en live sur la chaîne YouTube de Tatami Connexion. Ça va être cool, vraiment. Comme ça, là, vous pourrez pas dire. Ceux qui disent ah j'ai pas su, vous avez prévenu au dernier moment. Cette fois-ci, on le prévient en avance. Je le mettrai aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir partager ça avec nous. Bon, les amis, je pense qu'on a fait le tour. On va faire l'actu en fin de semaine. On va revenir avec ton avis. Alors, t'as pas réussi à le voir encore le combat. Je le verrai d'ici là. T'as vu que des highlights, mais de Zebo. On va reparler de Manon Fiorot. On va parler de tout ça et puis on va parler de l'actu en fin de semaine. Donc soyez présents sur cet épisode du Restons Connectés numéro 99. Encore un avant le 100e où on ne fera rien de spécial, mais ça sera le 100e quand même. Dire que le 100e, potentiellement, ça sera après la ceinture de Cyril Ganzi, après la première ceinture française. Ouais, ça sera bien après parce que n'oublie pas que je suis à Rome. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, oui, donc ça sera la semaine d'après. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Donc bon, en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Le lien vers un porte-fight avec le code Tatami10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous parce que je vois les stats, il y a beaucoup trop de monde qui nous regarde qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, ça nous donne de la force, je le dis rarement, mais ça donne de la force, ça donne de la visibilité, ça fait marcher l'algorithme. En plus, si vous cliquez sur la cloche de notification, vous êtes prévenu de tout ce qu'on sort, donc ça c'est pas plus mal aussi, mais voilà, faites l'effort, si vraiment vous aimez notre travail, il y a beaucoup de gens qui nous donnent beaucoup de positifs et qui nous disent que le travail est de qualité, et donc voilà, si vous voulez nous remercier, ça se passe avec des likes, ça se passe avec des commentaires, et ça se passe avec un abonnement, donc c'est vraiment ça, c'est ça qui nous fait... Ouais. En plus c'est gratuit, faut le notifier quand même. Il y a peu de choses gratuites dans ce monde. Et c'est vrai, ça c'est gratuit. Voilà. Et en plus de ça, nous, plus on a d'abonnés, plus on peut négocier des sponsors. Plus on peut négocier des sponsors, plus on touche de la moula. Plus on touche de la moula, plus on peut vous faire d'épisodes parce qu'on peut se décorréler de nos travails. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et ça sera gratuit pour vous. Donc voilà, continuons comme ça. Bon, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.